je sais pas si le public se rend compte à quel point on a du lourd autour de la table aujourd'hui. C'est vraiment sympa. Donc, bienvenue toutes et tous dans No Code Talks, le podcast des enjeux du mouvement No Code. Alors, ce podcast a la particularité d'être enregistré en direct sur le Twitch No Code France, et vous pouvez le retrouver en replay sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code ou sur toutes les plateformes de streaming sous le nom No Code Talks avec Pierre Simonin. Donc, je suis Pierre Simonin, votre autre je vais y arriver, c'est dur aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission et d'un coup, pouf, je bafouille. Freelance No Code, membre de No Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No Code. Et aujourd'hui, on va aborder un élément central du mouvement No Code qui est la communauté. Pour moi, sans la communauté, le No Code n'existerait pas, ou du moins il n'existerait plus en tant que tel. Donc j'ai eu envie de creuser ce sujet avec mes trois invités qui ont tous les trois énormément contribué justement à la formation et au développement de la communauté No Code francophone. Donc bienvenue à tous les trois. Pour vous présenter rapidement. Donc, Alex et Stan, vous êtes déjà venus dans cette émission. Je vais passer un peu plus rapidement sur votre présentation, mais Alexis Kovalenko, cofondateur de Contournement, animateur du Cercle des Ops, cofondateur de No Code France, Stanislas Verjus, ancien journaliste, réalisateur de l'excellent documentaire Révolution No Code, sorti à l'automne dernier, qui a eu un petit succès sur YouTube, et dont la communauté No Code était déjà le personnage principal. Tu es également formateur au No Code, expert Glide, animateur de la guilde partenariat de No Code France. Je ne sais pas pourquoi les gens que je reçois dans ce podcast ont tous des titres à rallonge. Vous ne pouvez pas faire genre juste un truc. Parce que là, j'arrive à Amandine et ça va être encore pire. Donc, Amandine Dugrain, qui fait ses débuts dans No Code Talks, mais qui est évidemment une figure connue et reconnue de la communauté No Code et No Code France. Amandine s'est spécialisée dans l'organisation d'événements autour du No Code. Elle a fait ses armes à la Cantine Numérique, le célèbre réseau du web et de l'innovation. Elle a été coordinatrice à la French Tech Nantes, co-organisatrice du Web Today, toujours à Nantes. Elle a géré avec brio la communauté et les événements auto pendant près de 2 ans. Et parmi tout ça, elle trouve le temps d'en être à son deuxième mandat dans le conseil d'administration de l'association No Code France, dont elle gère la guilde Meetup. Un grand merci à tous les trois d'avoir répondu présent à l'invitation. Je sais que vous êtes sollicités, occupés, etc. Mais voilà, ça me paraissait important et intéressant de vous avoir tous les trois en même temps pour parler de la communauté et débriefer cette superbe No Code Week qui a eu lieu il y a un mois. Donc, merci beaucoup. Et le chat est déjà on fire. Ça parle de marron chaud. Bref, bienvenue à toutes et tous. Donc, déjà, on va commencer par la No Code Week. La No Code Week que vous avez co-organisée tous les trois. Il y a un mois tout pile, on était toutes et tous à Cologne. C'était le cas d'ailleurs d'une bonne partie des personnes qui sont dans le chat également. Et est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter rapidement justement ce concept de No Code Week? Qui veut se lancer? On fait une phrase et Amandine, tu commences la phrase et on la finit ensuite derrière. Ah oui, ok, le truc facile, le bisutage. Non, on peut peut-être avoir des définitions aussi différentes. Oui, non, mais je peux faire le début de la phrase. Du coup, la No Code Week, c'était un événement international autour du No Code. Virgule. Qui se tenait à Cologne au mois de juin 2024. Ouais, si on fait comme ça va durer 2 heures. Hein. Non, et qui rassemblait des passionnés du no-code. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un bon exercice de dire chacun peut-être comment on définit la No-Code Week. Complètement. Allez-y, parce que c'est vrai que c'est un événement assez unique par beaucoup d'aspects. Donc ça m'intéresse d'avoir, vous, votre vision de l'événement. Je t'écoute, Amandine, vas-y. On peut le faire un peu plus sérieusement. Ma vision personnelle de ce qu'est la No Code Week, c'est finalement c'est une colo pour adultes où on parle de nos codes sur le no code, mais on partage un peu plus que ça. On se rencontre surtout et voilà. Ouais, je partage aussi ça. Ouais, je dirais que c'est un événement, c'est un mix entre un festival, des conférences et un moment de vie avec des gens qui sont passionnés de no-code ou qui veulent se passionner dans le no-code, qui regroupent des discussions, des moments d'échange, des workshops, des clubs matés, de tout dans la joie, la bonne humeur, avec des caouts absolument incroyables, des talks de qualité, des workshops, des conférences et des gens sympas aussi, parfois.
mais souvent ils sont sympas quand même. Bah, moi, je dirais que bon, vous avez déjà bien défini, mais je pense que l'objectif, enfin moi, mon objectif, c'est que ça soit un moment qui ressemble à ce que j'imagine du mouvement no code. Donc il y a ce côté un peu colo, il y a ce côté un peu créatif, il y a ce côté un peu on se rencontre, il y a des gens, il y a des passionnés, il y a de la passion, il y a voilà, plein de choses qui se passent. Voilà, c'est ça globalement. Bah, merci à tous les trois. Dans le chat, des personnes qui y étaient ont donné leur propre version. Xavier nous dit des passionnés du monde entier. Claire nous dit un petit cocon trop kiffant avec une grande balancelle, une balancelle à 11 000 €. Il faut bien le dire, mais qui n'a pas été achetée pour la No Code Week. C'est quoi une balancelle? Je sais pas la. T'as pas testé la balancelle? Quand tu Oui, j'ai sortais raté de la aussi. salle, t'allais à gauche, il y avait un petit espace Oui, avec une d'accord. balancelle qui était très confortable. On l'a expérimenté avec Xavier et Claire. Mais voilà. À tel Comment point vous qu'ils avez se- su le prix? Ben, en fait, ils se sont dit de l'un et l'autre, c'est sympa, est-ce que je peux me le payer? La réponse est peut-être pas. La Apparemment, différence entre Xavier une s'est dit la voler plutôt que la payer. Attends, c'est quoi la différence entre balançoire et balancelle? C'est que balancelle, t'es plusieurs dessus? C'est un banc, mais balançoire. Ok. Je suis en train de me dire que du coup, maintenant, on est un peu obligé d'en avoir une année prochaine et tous les ans, quoi. Il va y avoir, ça va créer un gate si on n'a pas à chaque fois. 11 000 €, Amandine, il suffit de te former au no-code et comme tu factures 10 000 € par mois, dans un mois et demi, tu pourras acheter ta balancelle. Tout de suite, le mauvais esprit. Alors, je dis pas que c'est obligé. Je dis juste que s'il y en a pas, peut-être que Xavier et Claire ne viendront pas. Prêt à vous le voir si c'est grave ou pas. Oui, c'est grave. Je suis d'accord, mais je veux pas imposer non plus mon point de vue. On s'éloigne un peu du sujet. Je rebondis sur ce que tu disais, Alex. Tu disais le but, c'était de faire un événement qui ressemble à la communauté, au mouvement tel qu'on le voit. Et finalement, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, moi, de mon côté. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'était un événement qui était construit autour de la communauté. Et c'est un événement qui est marrant, qui est assez unique par plusieurs aspects, parce qu'on a d'un côté ce côté ultra pro. Il y a des éléments beaucoup plus gros qui n'arrivent pas à la cheville de la No Code Week en termes de professionnalisme, d'organisation. On a toutes les infos à l'avance, il y a une app, bon ok, on fait du no code, mais enfin, il y avait vraiment un cadrage impressionnant sur la manière dont c'est géré, du contenu de très haut niveau, avec un refus de vraiment juste du pur commercial. On n'était pas là pour entendre des pitchs d'éditeurs, c'était à chaque fois, il y avait beaucoup de talks d'éditeurs, mais pas que, et les éditeurs étaient là pour apporter de la valeur. Et ça a été énormément apprécié par tous les participants. C'est un programme intense, sur une longue journée. Et d'un autre côté, c'est un petit événement, il y a un peu moins de 100 participants, vous ne voulez pas en faire quelque chose de plus gros. Et il y a ce côté colo de vacances. Moi, c'est pas forcément le premier qui est ressorti, même si bon, j'ai passé une semaine avec des amis, c'était trop cool et j'ai adoré. Mais en fait, il y a tellement ce côté pro et bien cadré que on n'a pas l'impression non plus d'être dans un... Enfin, c'est pas juste une bande de potes qui se fait un week-end dans une ville européenne, quoi. Il y a vraiment ce côté événement extrêmement cadré et professionnel. Et c'est vrai que c'est un mélange qui marche extrêmement bien, mais qu'on retrouve pas forcément très souvent dans les événements. Du coup, quelle est cette communauté? Quelle est la vision de cette communauté que vous avez voulu rassembler à la No Code Week? Si vous voulez faire un événement qui ressemble à la communauté, ben, à quoi elle ressemble cette communauté? Bah, je trouve que tu as donné, enfin moi en tout cas, je trouve que dans ce que tu as décrit, il y a une partie de la réponse, tu vois, c'est-à-dire ce mélange entre le professionnalisme, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent, ou en tout cas qui ont une activité professionnelle liée aux outils no-code, et néanmoins, beaucoup d'échanges, de moments sympas, de fun, de choses. Enfin, si je reprends les caouts, et il faudra pouvoir en montrer un à Sam qui demandait, mais il y a justement un peu ce mélange. C'est un bon exemple de... Il y a à la fois des questions sérieuses, des questions moins sérieuses, mais autour d'un sujet commun, quoi. Et moi, c'est un peu ça que je ressens dans ce mouvement no code, c'est ce côté, à la fois, on peut en vivre, on peut faire des choses extrêmement techniques, avoir des discussions très techniques, très professionnelles, et en même temps, qu'il y ait du partage et qu'il y ait une bonne ambiance et tout ça, quoi. Voilà. Je pense qu'en fait, beaucoup de personnes qui étaient là à la No Code Week, déjà l'événement, il n'est pas accessible si facilement que ça non plus.
Donc ça filtre aussi à l'entrée et ça fait que les gens qui viennent sur l'événement, il y a déjà un point commun. Tout le monde a investi une semaine de son année, tout le monde a investi financièrement et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Un événement pro, généralement, c'est 1 ou 2 jours. On investit 1 ou 2 jours de taf pour y aller. On n'investit pas une semaine complète, par exemple. Enfin, déjà, l'investissement de temps que les gens ont donné sur l'événement, ça démontre aussi une passion et une envie, une importance que les rencontres d'autres passionnés et de pairs ont pour ces personnes-là. Mais ce qui fait aussi qu'il y a un match très facile entre les personnes puisqu'elles partagent beaucoup en commun et beaucoup de valeurs en commun. Le match et la communication se fait très vite, malgré la barrière de la langue, malgré le fait de s'être jamais vu en vrai ou de ne pas du tout se connaître avant. Il y a déjà ce truc qui fait que. Et là, quand on voit les premiers formulaires des participants sur ce qu'ils ont pensé de l'événement, ce qui ressort beaucoup à chaque fois, c'est cette notion des rencontres qu'ils ont fait. Et c'était quasiment ce qui avait le plus de valeur. Mais en fait, la proposition de l'événement, avec le fait qu'il y ait des activités, qu'il y ait tout ça, fait que les gens qui sont prêts à y aller sont un peu dans ce truc-là. Et donc, ça match très vite, très facilement. Et je pense que ce que toutes les personnes ont partagé, en fait, avant de venir à l'événement, c'est qu'ils ont eux-mêmes bénéficié de la communauté dans leur démarrage. Et en fait, toutes les personnes presque qui étaient là doivent beaucoup dans le fait de professionnellement faire du no-code à une communauté. Pas forcément de no-code France spécifiquement, puisqu'il y avait des personnes d'autres communautés, d'autres pays, etc. Mais ce que tout le monde avait, c'est ce partage de mon démarrage et ma place aujourd'hui. Et le fait de pouvoir me permettre d'aller à ces événements, je le dois de base à une communauté. Et du coup, j'ai aussi envie de le rendre et de continuer à en faire partie, d'animer tout ça. C'est mon point de vue, en tout cas, mon ressenti là-dessus. Et ce que je retiens aussi finalement, c'est que c'est un événement qui était pour un certain profil de personnes, mais qui naturellement va aussi exclure d'autres personnes, et notamment celles qui ne font pas du no-code à temps plein. Après, on peut pas satisfaire tout le monde, surtout sur un format d'événement aussi exigeant. Mais effectivement, c'est vrai que pour des personnes qui sont employées et qui font du no-code un peu beaucoup passionnément au quotidien dans leur métier, sans que ce soit pour autant le cœur de leur métier, ça pouvait être un peu plus difficile de venir. Mais c'est vrai que... Mais c'était vraiment particulier, comme en même temps, si jamais on ouvrait à un scope plus large, est-ce que les rencontres faites sur place seraient aussi intenses qu'elles ont été actuellement, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu un parti pris, comme l'expliquait Amandine. Il y avait quelques personnes qui étaient, je pense, qui étaient dans une démarche peut-être d'aller peut-être vers ce temps plein autour du no-code, donc qui étaient là, mais qui, à un moment donné, ne faisaient pas que ça, quoi. Mais peut-être qu'il y avait un peu plus de temps. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément des gens qui prendraient une semaine de vacances pour venir à la No-Code Week, quoi. En tout cas, si c'est pas, si aussi ils n'y trouvent pas un intérêt un petit peu qui compte. Quand je dis professionnel, enfin en tout cas qui contribue dans leur aspect, mais enfin dans leur carrière ou je sais pas dans leurs compétences. Mais cela dit, de la même manière, nous on cherche quand même, pas directement, mais un peu à exclure aussi les gens qui viendraient que pour faire du business en quelque sorte. Et on n'a pas vraiment de choses à faire. Enfin, de la même manière que je trouve que dans les meet-up, en tout cas ceux que je vois à Paris, mais je pense que c'est un peu partout pareil en France, il y a très peu de gens qui viennent pour vendre leurs trucs. On n'a pas eu ça non plus trop à la No Code Week. Et mais c'est vrai qu'effectivement, on est obligé, on a une volonté inclusive, mais on est obligé de, par contre, qu'il y ait une espèce de ligne éditoriale en quelque sorte qui attire les gens pour certaines raisons, quoi. Après, il y avait... Quelque chose qui a été respecté, pardon Pierre, quelque chose qui a été partagé et respecté aussi de la part des partenaires. Je pense que c'est pas courant aussi des événements qui ont des partenaires avec ce rôle et ce positionnement-là dans l'événement. Les partenaires sont venus en tant que participants aussi. Ils ont fait les activités, ils ont fait les activités colo, ils ont discuté, ils étaient dans le coworking, ils étaient très accessibles et on n'avait pas de commerciaux chez les sponsors qui étaient là. Donc, on avait aussi des personnes qui travaillent chez les sponsors qui sont venues les représenter en tant que sponsors, mais qui ont aussi ce partage de la notion de communauté, de passion un peu du no-code. Et donc, même là-dessus, en fait, on a réussi à avoir un événement qu'on a pu financer parce que c'est compliqué sans sponsor, mais à proposer et à intégrer des sponsors, pas sur ce principe de ils viennent pour vendre leur sauce.
pour vendre leurs produits, et ils cherchent des clients et du ROI direct derrière, quoi. Ce qui est plus commun dans les événements. Nous, c'était pas le cas, et les participants avaient l'air d'avoir aussi beaucoup apprécié la proximité, la facilité d'accès pour aller poser des questions, même très bêtes, aux partenaires. Les partenaires qui jugeaient pas est-ce que la question était intéressante ou pas, qui vraiment prenaient le temps et prenaient réellement le temps. C'était pas en mode j'expédie le truc, c'est ok, vas-y, tiens, il y a une table, on se pose, ouvre ton ordi, tu me montres, etc. Et ça, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance aussi de réussir à avoir, à financer totalement l'événement, à trouver autant de partenaires qu'on avait besoin, mais aussi avoir des partenaires qui partageaient nos valeurs et qui ont joué le jeu. Je crois qu'on n'a pas eu de soucis là-dessus, en fait, sur les partenaires, et ça, c'est plutôt cool. Ils ont compris ce qu'on voulait, quoi. Ouais, Et la valeur. c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien dire, tu as changé en cours de route, mais on aime bien dire plutôt partenaire que sponsor d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas, et je pense que ça sera même un prérequis l'année prochaine, que les gens viennent en tant que participants en quelque sorte. C'est-à-dire que vraiment, et là on a eu de la chance, effectivement, c'était le cas de tous les gens qui sont venus, ils ont vécu l'expérience, pas juste parce que leur société avait mis des sous, mais parce qu'ils ont vécu le truc comme des participants, ils ont fait du pair no coding comme tout le monde, etc. Et c'est vrai, et ça sera pareil aussi pour les gens, les speakers, etc. Enfin, c'est être un participant avant tout, quel que soit ensuite le rôle qu'on a dans le cadre de l'organisation. Mais c'est quelque part, c'est même valable pour nous, quoi. On fait l'événement auquel on a envie de participer, quoi. Je précise aussi que c'est vrai que Sam nous disait, pour moi, en tant qu'employé, c'est compliqué de prendre une semaine pour venir à un événement comme ça. Moi aussi, j'étais un peu comme ça, bêtement. Bon, c'est un événement d'une semaine, j'y vais une semaine, je me suis même pas posé la question, mais il y a quand même des personnes qui sont venues pour, pas une journée, parce que c'est quand même à 3 heures de train de Paris, mais pour 2 jours. Ça peut aussi se faire, c'est pas non plus totalement obligatoire de faire toute la semaine, même si bon, il y a des choses intéressantes toute la semaine, et on n'en a pas marre des participants ou de l'ambiance ou des événements ou des conférences au bout de 4 jours d'événements, il n'y a pas de tout de souci, mais c'est vrai que c'est aussi possible de venir pour un temps plus court si on n'a pas la possibilité de venir toute la semaine. Mais c'est vrai que sur ce sujet des partenaires, enfin, j'en venais presque à me demander en fait pourquoi ils étaient là, dans le sens où on leur dit vous vendez pas, il n'y a pas tant de participants que ça, ils utilisent déjà vos outils. Moi, je le vois avant tout comme un investissement à long terme dans la communauté, le fait qu'ils croient en fait que la communauté a de la valeur et que c'est dans des événements comme ça qu'ils trouvent leur place dans cette communauté. J'ai du mal à le voir autrement. Je sais pas quel est votre avis sur ce sujet. Bah, enfin, moi j'ai été beaucoup au contact justement au total, on a contacté, pour parler un peu des coulisses, je pense 60 à peu près sociétés pour voir s'ils voulaient être partenaires de l'événement. Donc au total, vous pouvez voir les logos, il y en a 9, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc vous voyez le ratio à peu près. Et sans trop dénigrer les gens qui n'ont pas voulu soutenir l'événement, je dirais quand même que j'ai vraiment été confronté dans les démarches auprès de partenaires potentiels au fait qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs d'outils, et je me ferai pas d'amis en disant ça, c'est pas grave, ça n'engage que moi, mais qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt du mouvement no-code, l'intérêt des gens, des participants, des gens comme vous et moi qui sommes passionnés. Et ça m'a beaucoup déçu, pour être honnête, de certains, même avec qui on a des fois des relations proches. Et voilà. Et par contre, si vous regardez les logos des gens, des partenaires de la No-Code Week, bah là, vous voyez des gens qui effectivement ont compris que ça a du sens d'entretenir une relation intéressante avec des experts, avec des agences, avec des passionnés, que ça peut leur servir à différentes choses. Ça peut leur servir à avoir des feedbacks, trouver des clients. Il y a plein de choses, mais de manière indirecte. Mais clairement, c'est vrai que nous, on leur avait dit. Et quand je disais à tous les partenaires potentiels, il n'y aura pas de clients, grands comptes, etc. pour vous, bah, il y en a où la discussion s'arrêtait tout de suite. Et il y en a où la discussion continuait parce qu'ils disaient est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'on pourra faire ci, est-ce qu'on pourra proposer tel workshop, est-ce qu'on pourra proposer tel truc. Et on discutait. Donc, effectivement, hein, c'est un vrai sujet. J'espère que, bon, c'était la première aussi. Donc là, non seulement, c'est pas juste pour dire du bien de nos partenaires, mais non seulement c'est des gens qui ont compris l'intérêt du mouvement, mais en plus qui ont pris le risque de soutenir un événement qui en était qu'à sa 2e édition, sachant que la première édition l'année dernière était quand même très expérimentale dans ce qu'on avait fait avec Stan. Donc c'est vraiment aussi des gens, mais c'est pas un hasard, hein, je veux dire, si tu regardes Bubble, c'est un outil qui est un pionnier de toute façon dans ce mouvement.
c'est normal que ce soit aussi quelque part un peu, ils soutiennent aussi les pionniers qui organisent des événements et dans le mouvement, etc., quoi. Voilà, bon, c'est ma vision, c'est un peu long, mais C'est vrai que c'est intéressant ce rapport des éditeurs à la communauté, parce que la plupart vient de la communauté. Ils l'ont pas forcément créé eux-mêmes, mais ils ont été portés par cette communauté. Ils l'ont encouragé après en mettant en place des outils, en mettant des offres qui étaient accessibles pour cette communauté. Tu citais Bubble, on peut parler de Airtable, de Notion, qui sont beaucoup construits sur justement cette notion de... Enfin, sur des makers qui portent leur outil et qui derrière en sont les prescripteurs. Mais tous ces éditeurs prennent un peu tous le même virage, le virage de l'enterprise, de se dire, bon, en fait, on a des investisseurs, les investisseurs veulent de la rentabilité, elle n'est pas à vendre plein de licences pas chères à l'unité, c'est d'aller viser des grands comptes qui, eux, ont de l'argent à pas savoir quoi en faire, et qui pourront nous payer très très cher. Je caricature un peu, mais disons que c'est une dynamique qu'on voit chez beaucoup d'éditeurs, et on voit que ces différents éditeurs prennent ce virage différemment. Tu citais Bubble, qui lui tâche autant que possible de rester proche de sa communauté. Et la preuve, ils étaient justement à l'événement, et ils savent pas exactement justement comment articuler la communauté et l'enterprise. Ils tâtonnent là-dessus. Pour avoir échangé avec eux récemment sur le sujet, c'est pas encore totalement ça. T'as Make, où là, ils ont un programme très très carré justement pour que les membres de la communauté se forment et aillent vendre les solutions auprès des grands comptes. Airtable, après avoir eu un moment où il semblait se couper un peu de la communauté, semble essayer de renouer avec, sans savoir exactement sous quelle forme. Enfin, il y a des manières différentes de la gérer, mais c'est vrai que ces outils-là, finalement, ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui sans la communauté. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient un peu sur le devant de la scène, sur ces outils qui se sont cherchés un peu sur leur positionnement, sur où est-ce qu'on veut aller. Et maintenant, la communauté revient un peu télescoper ces interrogations sur OK, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut s'appuyer dessus. Quel retour, quelle réflexion vous avez justement sur le sujet des éditeurs que vous avez côtoyé ou pas? Je vous laisse un peu répondre, hein, sinon moi je réponds à chaque fois. Moi j'ai toujours des trucs à dire, hein, mais Ah oui, mais là, ça devient facile. Tu veux répondre, Stan? C'est on un veut peu pas se mouiller. particulier parce qu'on a pu discuter avec les partenaires. Moi, j'ai des réponses, je pense que tu vas voir, mais j'ai pas envie d'aller me mouiller non plus. Chaque éditeur a une stratégie différente. On s'est un peu tiré les cheveux quand même par moment avec Alex sur comment justement trouver cet équilibre, comment proposer de la valeur aux partenaires qui justifie le fait qu'ils investissent financièrement dans notre événement, mais en même temps, comment garder notre indépendance, comment garder la liberté de la communauté et comment laisser la communauté en priorité là-dedans. Ça a été compliqué, on a testé des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas vu venir non plus. Je pense qu'il y a des moments où on a été surpris quand on a compris après coup pourquoi certains partenaires venaient. Et pour pas trop mouiller là-dessus, je pense aussi que ils n'ont pas forcément en interne de l'investissement sur l'année sur les communautés. Mais ils savent qu'ils doivent faire des choses pour la communauté dans l'année. Ils vont juste pas en faire 10 000. Et du coup, la No Code Week, c'est un peu un événement clé en main, eux aussi, ils peuvent proposer à leur communauté. On a des partenaires qui sont vraiment investis et qui ont envoyé des mails à leurs partenaires agences, qui ont invité des gens aussi à venir à l'événement. Et ce qui n'est pas souvent le cas. Nous, sur un Web Today, par exemple, ça se faisait pas tant que ça. Là, on en a qui ont pris les devants, qui nous ont un peu même pris à court là-dessus et qui ont été invités leur propre réseau. Parce qu'il y a aussi ce truc-là ils ont des partenaires qui ne sont pas des grands comptes, qui sont des agences, qui accompagnent leurs clients grands comptes sur la mise en place de leurs outils. Et c'est vrai que ces personnes-là, par contre, ils viennent un peu les choyer. Et sur un No Code Week, on avait des agences qui étaient là. Donc, sans trop mouiller, pour quand même donner un peu des éléments de réponse et que je pense que vous puissiez après derrière dérouler un peu le truc pour comprendre aussi l'intérêt que peuvent avoir les sponsors là-dessus. Et c'est de la communauté, mais c'est trouver un équilibre entre la communauté non-profit et la communauté profit. Et nous, à la fin, on était quand même maître de tout.
L'événement, c'est nous qui l'avons proposé. Mais là-dedans, on a réussi à trouver une place pour eux et un intérêt pour eux aussi. Et comme ça, tout le monde était content. Et en vrai, je pense que les agences, elles aussi, étaient très contentes de rencontrer des personnes avec qui elles discutent par mail depuis des mois, voire des années aussi. Donc, il y a aussi tout ce truc. Et finalement, les partenaires étaient presque frustrés qu'on ait autant rempli le programme, pour certains. Moi, je trouve que c'est bien d'être transparent, comme tu l'es là, Amandine, parce que c'est vrai que on a fait, je pense, assez peu de concessions, mais on a essayé aussi d'être malin quand même, que forcément, quand tu as des gens qui te donnent de l'argent, tu dois leur trouver des intérêts en retour. Donc, nous, on essayait de. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, et là, c'est la bonne occasion de dire que nous, notre objectif, on vend pas les participants aux sponsors, quoi. Pour le caricaturer, c'est pas un guet-apens où on amène les gens de la communauté pour justifier que les autres aient donné de l'argent, pas du tout, quoi. C'est vraiment, heureusement, personne ne l'a cru, hein. Mais c'est bien de le dire pour que vous compreniez un peu notre démarche. On est obligé, pour que les prix des billets ne soient pas délirants, d'avoir des partenaires. Et puis parce que surtout, comme vous l'avez vu, ces partenaires ont apporté de la valeur et c'était cool d'avoir des gens. Enfin, moi, franchement, quand j'ai vu Haïm faire du pair programming avec Nicolas, qui est un du pair no coding, pardon, avec Nicolas, qui est un PM de chez Bubble, tu te dis quand même c'est chouette, quoi. Il se passe un beau moment. C'est grâce à cet événement que ça peut avoir lieu, parce que sinon, Nicolas, qui est maintenant il vit en France, je sais pas où, mais bon, il va pas prendre le temps de faire ça, probablement s'il n'y a pas le contexte. Et nous, on a réussi à favoriser ça. Donc le fait qu'il y ait des partenaires, encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien dire pas partenaire plutôt que sponsor, ça a du sens, et ils donnent de l'argent et ça permet d'équilibrer le budget, etc. Mais en tout cas, nous, on n'est pas prêt à tout, et vraiment, encore une fois, on a fait, je sais pas, quasiment pas fait de concession, quoi. Enfin, on n'était pas prêt à tout pour avoir l'argent, et les gens l'ont compris, donc ça, c'était chouette, quoi. On a fait les concessions sur les goodies. Ça va. Ça va. Ça va, ouais. Non, mais je te rejoins sur le fait que même indépendamment de l'argent, ça aurait été dommage de ne pas avoir ces partenaires qui... Ils n'ont pas juste amené l'argent, ils ont finalement, nous, l'argent, on ne sait pas exactement d'où il vient, on imagine que c'est pas notre petite contribution au prix d'entrée qui paye, sachant qu'on a eu pour plus de nourriture que ce qu'on a payé à l'entrée. Mais effectivement, rien que sur le programme, les conférences, etc., les contributions des sponsors étaient très précieuses. Merci beaucoup en tout cas pour cette première partie sur le retour de la No Code Week. Encore une fois, un très bel événement, et tout le monde dit la même chose dans le chat. Est-ce que vous avez un petit teaser pour l'année prochaine de quelque chose, ou est-ce que c'est encore top secret à ce stade? C'est au tour de Stan, là, de parler. Ouais. Malheureusement, on n'a pas grand-chose. Non, mais par contre, moi, je peux me mouiller un petit peu sur ta question d'avant, parce que en même temps, je réfléchissais, mais en même temps, me mouiller un peu, pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils qui reconnaissent très bien le fait d'avoir une communauté et qui n'oublient pas les gens qui les ont fait. Tu vois, je pense que Bubble est un bon exemple. Bubble est un outil qui a grandi, qui a vécu grâce à des makers et des makers, et qui aujourd'hui le reconnaît et fait les choses en place. Je pense que tu vois, un autre outil dont on parle pas, je pense que Zapier le comprend aussi. Je pense qu'un outil comme Card et des outils un peu plus petits, qui n'ont pas forcément le défaut, comprennent un peu. Après, en dehors de ça, il y a d'autres outils. Bon, je vais pas name dropper, même si parce que moi j'aime me faire tabasser par Amandine et Alexis, que je vois cet après-midi, donc j'essaie d'être en vie. Il y a d'autres outils qui, je pense, à mon sens, oublient cette communauté de makers et makers, et je pense que ça peut leur jouer des tours aussi. Parce que quand tu es un outil qui a été démocratisé, qui a grandi grâce à des gens, et que toutes les features que tu sors sont à destination des entreprises, quand tu mets de côté tes makers et tes makers pour aller de focus entreprise, qui certes est important, et certes c'est la pression des levées de fonds, etc., mais je pense que c'est dommage, parce que tu te coupes de personnes qui sont intéressantes, qui croient en toi, et surtout tu te coupes d'une partie des gens qui sont tes supports de communication, de relais, d'information, etc., quoi. Donc ça, malheureusement, je trouve qu'il y a des outils où c'est un peu dommage, et après je ne suis personne, mais ouais, ça me ferait plaisir que parfois ils se rendent compte qu'en fait, ouais, s'ils sont là aujourd'hui, c'est notamment grâce à des gens qui ont cru en eux, qui sont allés faire leur promotion, sont allés faire leur com, qui ont mis de l'argent, enfin, tu vois, qui ont dépensé de l'argent, qui se sont aussi engagés face à des gens, et malheureusement, parfois, ça s'oublie un petit peu au profit de grandes entreprises qui, en plus, je pense certainement qu'en fait, ils ont un grand truc d'aller voir des grands comptes, mais qu'au final, ça reste un truc compliqué aussi. Je pense que les grands outils qui aujourd'hui fantasment du grand compte, bah, ils fantasment du grand compte, quoi. Moi, je peux fantasmer d'aller vivre à Bali après mon no-code. Pourtant, je suis à Paris et j'irai jamais à Bali, quoi. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un fantasme, c'est très chouette. Mais il y a un moment, il faut revenir terre à terre et se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens de la communauté no-code France et les gens qui font du no-code ont fait aussi les outils, quoi.
Voilà. Totalement, totalement. Après, c'est vrai que c'est un. Enfin, Un petit les peu. outils no-code peuvent avoir leur place dans le monde de l'enterprise. Il faut juste trouver laquelle et comment. Et des outils qui, justement, ont toujours voulu garder ce lien avec la communauté, ça a pu leur jouer des tours. Je pense à Bubble, justement, qui est un outil que j'adore et que j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai que ce fait de vouloir aller vers l'enterprise sans renier les petits, les makers, leur communauté, etc., pour l'instant, ça leur a amené aussi des soucis. Ils se sont pris deux bâches 2 années de suite sur leur nouveau pricing. Bon, le deuxième pricing, ils ont tenu bon, ils ont dit non, mais c'est celui-là qu'on garde. Et puis bon, finalement, tout le monde s'y est fait. Mais en fait, ils auraient aussi pu se dire, ok, on y va plus violemment. Nous, c'est plus ce marché-là qu'on vise. Si les gens sont pas contents, ok, qui se débrouillent pour trouver aussi bien que nous. C'est déjà pas forcément facile. Et moins cher en plus, encore moins simple. Et juste ne pas se retourner. Après, l'histoire dira s'ils ont eu raison ou pas. Moi, en tout cas, je suis très content qu'ils gardent ce lien avec la communauté. Mais c'est vrai que derrière, il y a aussi des enjeux business qui, parfois, nous dépassent un peu. C'est un challenge hein, pour eux, mais ça, j'ai envie de dire, quelque part, c'est leur problème, quoi. Tu vois, nous, on peut les aider. Moi, je trouve que je suis assez d'accord avec ce que dit Claire. Et on le voit, hein, d'ailleurs, il y a plein d'éditeurs qui ont un petit peu changé. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir rentrer dans des grands comptes et dans des grandes entreprises, etc., aussi grâce à des professionnels issus de la communauté, quoi. Ou des agences, donc leur stratégie quand même change, on le voit au fil du temps. Mais bon, ça c'est un peu le business quelque part. Moi j'ai envie de dire aussi, enfin voilà, après il y a une part où ils doivent faire du business, ça n'empêche pas de soutenir des petits événements comme le nôtre. Pour ces boîtes-là aussi, c'est quand même pas des énormes budgets, etc. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois on a été un petit peu déçus de voir des boîtes où je dis bon, tu peux juste, enfin. Honnêtement, on pourrait, enfin, là, on peut-être pas parler que de la No Code Week, mais on pourrait que partager hein, les budgets, comment on a utilisé l'argent, etc. Je pense que c'est quelque chose où on a envie aussi d'être transparent. Mais c'est des petites sommes qu'on leur a demandé, en réalité, à l'échelle de leur business. Et donc, c'est vrai que des fois, ça nous a un peu déçus d'avoir des noms sur des trucs où on n'a pas vraiment compris. Mais bon, c'est rien, on verra l'année prochaine. Je veux dire, là, on arrive aussi beaucoup plus sûr de nous aussi pour l'année prochaine. Et pour dire un mot sur l'année prochaine, je sais pas si, enfin, on pourra pas vous dire grand-chose parce que de toute façon, on est en train de designer cette expérience. Mais je pense que voilà, la première chose, c'est qu'on a appris beaucoup cette année. C'était un super événement, mais on a envie de faire des choses un peu. On a envie, je pense, d'accentuer ce qui a très bien marché cette année, à savoir vraiment ce qui se passait dans la journée, les ateliers, le coworking, le café, en fait, un peu un peu moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé de voir des choses qui se passaient dans ce coworking qui est devenu un petit peu la petite place publique du no-code pendant quelques temps à Cologne, et où il y avait des échanges. À la fin, il y a même eu des petites parties de Mario Kart, etc. Donc voilà, je pense qu'on va travailler là-dessus, mais on est en train d'y travailler et on ne sait pas où ça sera et on ne sait pas. Mais voilà, pour tous ceux qui sont inscrits de toute façon à la mailing list, on vous préviendra dans les temps, quoi. Très bien. Bah, on a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, à moins que je sois mort, ce que personnellement je ne me souhaite pas, je serai au rendez-vous. Non plus. Et n'hésitez pas à aller, je vous ai mis le lien dans le chat, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous voulez être informé évidemment des informations de lancement. Il y a un petit email. Mettez votre email et vous serez tenu au courant évidemment des nouveautés. Mais je pense que l'annonce qu'on peut retenir quand même pour l'année prochaine, c'est que déjà ça va avoir lieu. Ce qui est jusqu'à il y a une semaine n'était pas encore garanti. Je pense que ça peut être le mot un peu final pour l'an prochain. C'est déjà très très bien. Merci et bravo du coup à tous les trois. Est-ce que vous vous rémunérez pour ça? Vous y répondez si vous voulez pas. Moi, je réponds en tout cas à la question que j'espère que oui. Mais... Avec 45 000 euros TTC du coup par jour personne. Sur l'événement. Ouais, par personne. Ça me semble mérité. Ouais, j'ai acheté une formation qui m'a dit que je pouvais faire ça, donc on a fait ça. Non, pour répondre sérieusement, quand même, on se rémunère un petit peu, pas évidemment à la hauteur du temps qu'on y a investi, mais parce qu'on le fait aussi de manière bénévole et par passion. Mais on a prévu, ça représente combien? 20% du budget total, peut-être? Moins? Je sais plus, je veux pas dire là. Ouais, autour de 22%, je crois. Donc l'idée, c'est déjà une petite somme, mais il y avait aussi un côté symbolique, c'est-à-dire de ne pas perdre d'argent.
je pense que c'était un exercice intéressant et de se dire, de prévoir dès le début, d'essayer d'avoir cette rémunération. Que si l'événement nécessitait que ça saute, c'est là-dessus qu'on prendrait en premier. Néanmoins, c'était un objectif. Et donc, on y a reçu. Donc effectivement, c'était cool. Et c'était cool parce que on a Je pu crois qu'on avoir. n'y croyait pas Ouais, en je pense plus qu'on au début. Non, clairement. Moi, clairement, j'y croyais pas. Faut dire, on a eu plusieurs partenaires qui sont arrivés un petit peu au dernier moment. Mais c'est quelque chose que. Mais je pense que, enfin, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais on l'avait mis quand même dès le début au budget pour que ça soit un objectif. C'est-à-dire, de toute façon, on pouvait pas perdre d'argent C'était si on n'avait pas l'objectif d'argent à mettre. utopique. Mais voilà, Un peu. c'est-à-dire que, ouais. Donc voilà. Et donc, en fait, tout a à peu près marché comme on voulait. On n'a pas eu à faire de concessions sur l'événement, sur tout ce qui s'est passé dans l'événement. Après, on a été aussi assez créatifs, notamment Amandine qui a passé beaucoup de temps sur la logistique, mais pour optimiser les choses, il y a eu beaucoup d'huile de coude. Il y a aussi des gens de la communauté qui nous ont un petit peu aidés, beaucoup de choses qu'on a fait à la main. Mais voilà, je pense qu'on est tous les trois assez alignés on a une vision assez quand même un peu minimaliste et un peu débrouillarde des choses, et on n'est pas trop dépensier, quoi. Mais sans évidemment renier sur l'expérience, quoi. Non, mais justement, c'est un peu on va dire presque la crainte que j'avais, sachant votre tendance à tous les trois à donner justement. Ça me semblait, enfin, vu le niveau de professionnalisme, j'imagine que vous y avez passé un temps colossal, et ça me semble d'une part normal de le rémunérer, mais aussi même pour nous, de manière purement égoïste, si vous y trouvez votre compte, y compris financièrement, ça peut assurer une plus grande pérennité à l'événement, et tout le monde est gagnant. Après, c'est très minime comme budget. Honnêtement, c'est pas du tout à la hauteur du temps qu'on a passé. Mais c'était pas ça non plus. Mais il y avait aussi, je pense, même entre nous, un espèce d'engagement de se dire, on va sur cet événement et on va quand même on a cet objectif de se rémunérer dessus. Donc nous, ça nous faisait aussi un petit moteur, une petite carotte sur le fait d'y aller, mais ça nous engageait aussi tous les trois à aussi faire le taf et à pas lâcher le truc par moment, parce que bon, c'est une activité bénévole, donc c'est vrai que le reste passe en prio. Il y avait aussi ce truc de prioriser cet événement sur nos différentes activités. On fait tous 10 000 trucs et on a tous plein d'activités bénévoles aussi. Et il fallait trouver le bon équilibre. Et si jamais, parce que tu en as parlé aussi un peu plus tôt, pour rester dans ce truc un peu de transparence au niveau du budget, les billets d'entrée, ça représente 30% du budget. Enfin, 33,333% du budget global. Les participants, vous avez payé un tiers. Et les 2 tiers restants, c'est les partenaires qui les ont payés. Et le budget total, c'est 20 000 €. Et maintenant, comme ça, vous pouvez faire les calculs et faire vous aurez tous les chiffres. Merci en tout cas pour cette opération transparence qui est très appréciée. C'est vrai que c'est intéressant, juste même par curiosité, de savoir un peu ce que ça représente un événement comme ça. C'est vrai que la somme me paraît pas si énorme que ça pour une semaine et le coworking c'est le prix d'un stand au summit, quoi. Non, mais après, c'est réel, hein, c'est factuel. Après, la station fait beaucoup plus cher que ça. Mais un stand, t'as un très gros stand. Hein. T'as un gros stand au summit, quoi. C'est pas le premier prix au Knockout Summit, mais. Ouais. J'ai dit un stand, j'ai pas dit un boost. Non plus, hein. Oui. En plus, c'est même pas le plus gros stand à ce prix-là. Non, mais encore une fois, hein, je pense que c'est important de dire que ça fait. Enfin, je trouve, en tout cas, moi, et on est tous les trois alignés sur ce fait qu'on est débrouillard à l'image de la communauté no-code. Et ne vous attendez pas à venir l'année prochaine, même si probablement on va essayer d'avoir un budget peut-être 2 fois plus important pour faire un plus bel événement. Il n'y aura pas plus de monde. Et il y aura probablement un moment où on va nous demander de nous filer un coup de main, et il y aura des choses. Et il y a ce côté professionnel, et il y a le côté aussi, c'est pas un truc tout clé en main, parce que c'est ça l'état d'esprit, en fait, pour moi, des no-codeurs et no-codeuses, c'est d'être un peu débrouillard, de mettre la main à la pâte, d'être un peu créatif, d'être un peu... voilà, donc ça, et pour moi, l'événement doit refléter ça. Et ça, c'est parce que ça, c'est ma vision aussi de la communauté no-code. Des gens qui viendraient, qui s'attendraient à avoir un petit serveur en livré avec un plateau avec du champagne, etc. C'est pas le bon événement. Il y a d'autres événements pour ça, mais c'est pas le nôtre, quoi. Bon, a priori, c'est pas ce que venaient chercher les gens qui étaient non, là, mais c'est sûr. J'espère pas, justement. Mais tu vois, parce que des fois, on a eu quand même, si tu peux donner une anecdote, on a eu une personne allemande qui avait mal compris l'événement. Elle n'est pas venue, en fait. Au final, on lui a remboursé son ticket parce qu'elle a eu un problème où elle n'était pas contente du fait qu'elle pouvait pas assister à tous les workshops.
Bref, et en fait, dans les échanges qu'on a eu avec elle, bon, elle était pas très sympa, mais en plus, elle nous disait, oui, c'est intolérable pour un événement qui s'adresse à des startup leaders, etc. Et en fait, on lui dit, bah, désolé, mais en fait, juste, c'est notre faute, peut-être on a mal communiqué, mais c'est pas un événement pour les startup leaders, c'est pas un truc de la Startup Nation, c'est un événement de passionnés où on fait du mieux qu'on peut et probablement qu'il vaut mieux qu'on te rembourse ton ticket parce que. Donc voilà, donc on a eu une personne sur 100. Donc c'est un bon ratio, mais c'est important qu'on arrive à expliquer bien ce truc-là pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent, qui s'attendent à boire des coupes de champagne dans notre événement, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour ce retour. C'est vrai qu'on a passé le double de ce que j'imaginais sur le sujet de la No Code Week, mais c'était passionnant. Claire nous dit, l'an prochain, on le fait en cosplay pour éviter les incompréhensions. Ça, j'aime bien l'idée. À tenter. Donc on va dézoomer un peu pour parler de la communauté au sens plus large. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit rappel de comment s'est structurée la communauté francophone qui est devenue No Code France, avoir un petit récap en 2-3 minutes de comment ça s'est passé, puisque vous étiez là au tout début. Il faut que j'arrive à pas refaire toute l'histoire, à la limite de truc. Non, la version 2 minutes, pas la version 2 heures. Ouais, je sais que tu peux le faire en 2 heures. On a la conférence qu'on avait fait, qui est en anglais, mais qu'on avait fait avec Stan, on avait raconté un petit peu toute l'histoire. Mais quand la communauté est devenue vraiment No Code France, qui commençait à y avoir du monde, il y a eu ce besoin un peu de structuration. Et je pense que enfin, je sais pas d'ailleurs, peut-être je suis en train de me tromper de réponse, mais en gros, pour moi, l'association, la première étape, c'était que ça devienne No Code France, qu'il y ait plusieurs admins, que la modération commence à être un petit peu décentralisée, etc. Mais pour moi, c'est l'association vraiment qui a permis de faire ce qu'on fait actuellement, d'avoir autant de meet-up partout en France, d'avoir plein de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, pour le coup, on a imaginé à deux avec Stan, hein, enfin, cette association où il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de président, il n'y a pas de... C'était un peu une des conditions. En fait, quand on s'est dit qu'il faut faire une association, je pense que c'était tous les deux, parce qu'il y avait d'autres gens un petit peu autour de nous, mais qui étaient beaucoup moins impliqués. Et on a un petit peu évoqué ça. Et encore une fois, comme à plusieurs moments dans l'histoire de cette communauté, on a trouvé un écho avec des gens qui ont apprécié ce truc-là. Donc, on a constitué le premier CA, on a imaginé le truc des guildes. Et puis voilà. Et là, on est dans le 3e exercice, dans la 3e année, en fait, de l'association. Et voilà, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, je vais utiliser le mot, hein, mais parce que vraiment, je trouve ça incroyable qu'on ait une association avec un Slack aussi grand, avec même quand même beaucoup de membres. Je ne sais plus à combien on en est, mais plusieurs centaines en tout cas de membres qui payent, donc plusieurs guildes. Presque 300 membres actifs. 300 membres actifs qui payent. Enfin, et pour autant, il y a un leadership complètement décentralisé. Il n'y a pas un président qui dit, ou une présidente qui dit il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc voilà, c'est là qu'on en est. Et je trouve ça cool parce qu'en plus, on a un peu en miroir, par exemple, le SFPN, donc l'association, le syndicat des professionnels, qui ne fonctionne pas du tout pareil, et alors qui organise un très gros événement, le No Code Summit, mais qui par ailleurs aussi fait des choses qui avancent progressivement. Et j'aime bien parce que je pense que par exemple, ils n'ont pas tant que ça de membres. Ils ont aussi d'autres problèmes de politique interne qu'on n'a pas. Et nous, on a réussi à garder un petit peu cette bienveillance et cette bonne ambiance au fil du temps, avec des nouvelles personnes régulièrement qui émergent. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la chaîne Twitch. Franchement, pour ça, merci Stan et Pierre. Enfin, Pierre maintenant qui... Mais Stan est à l'impulsion originelle, on va dire, de cette chaîne Twitch. Et pareil, toujours cette dimension collaborative et tout. Et maintenant, le fait que tu l'animes, Pierre, c'est super. En tout cas, la guilde qui anime ce... Bref, c'était une longue réponse, je sais pas si c'était exactement ça que tu attendais, désolé. Mais... Non, je rajouterais même que l'idéation et le moment où on a discuté de ça, un moment avec Alexis, de la vision un peu de l'assaut, etc. On était à Bagnolet dans une soirée fort sympathique d'un collectif très cool, entre des performances burlesques, dans un petit jardin assis sur 2 chaises en buvant des bières. J'ai encore cette image en tête de cette naissance qui était très chouette, qui collait bien avec d'ailleurs le mode de conception de l'assaut décentralisé, etc. collait bien aussi avec le lieu dans lequel on était, quoi. On a été inspiré un peu par tout ça, quoi.
Et pour donner quelques dates, si je ne me trompe pas, donc le Slack contournement a été créé en août 2019. C'est Oui. devenu à l'automne 2020 No Code France, donc qui à ce moment-là c'était une idée, c'était pas une association, c'était juste Septembre 2020, je crois, ou un, juillet. un drapeau pour essayer de rassembler des gens, avec Twitch qui est arrivé quelques mois plus tard, je crois, début 2021. Et l'association No Code France, elle, a été créée début 2022. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc c'est vrai que je n'ai pas connu tout l'avant, la structuration, etc. Et c'est vrai que je prends un peu comme acquis cette association, même si je me souviens qu'au début, c'était pas forcément évident, que chacun prenne ses marques, de réussir à s'organiser avec les guildes, etc. Et pendant ce temps-là, on a eu une croissance assez continue du Slack. C'est assez marrant de se dire qu'à part justement le documentaire de Stan à l'automne dernier qui a fait un petit pic d'inscription sur le Slack, sinon ça ralentit pas, mais ça n'accélère pas non plus. On a toujours un flot régulier de personnes qui rejoignent la communauté. Et c'est assez impressionnant. Voilà, aujourd'hui, dans Slack, on est 14 000 membres, entre 1500 et 2000 membres actifs par semaine. Et voilà, donc c'est de cette communauté-là qu'on parle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais finalement, il y a aussi beaucoup de personnes différentes. Et c'est un peu le pendant de ce qu'on disait. Il y a les makers, il y a l'enterprise, et dans la communauté, on retrouve un peu ça. On a des personnes qui travaillent à temps plein, qui sont freelance, qui sont salariés, qui sont des agences. On a des personnes qui en font un tout petit peu, donc des niveaux d'expertise très différents, des attentes différentes, des outils différents, des ambitions différentes. Comment vous analysez, vous, justement la dynamique entre ces différentes populations? Est-ce que vous voyez une complémentarité, une opposition, un silotage avec finalement différents sous-groupes qui n'interagissent pas tant que ça? Bah, moi, je pense que je dirais qu'il y a. Enfin, je vois une communauté no-code, mais après, je reprends un peu les mots de Nikita qui fait sa thèse un peu là-dessus sur la notion de ce qu'il dit dans le documentaire. C'est que pour moi, il y a No Code France, qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui est. En fait, je dirais qu'il y a même 3 niveaux de communauté. Il y a le Slack de No Code France. Donc, il y a des gens qui viennent juste poser leurs questions, qui reviennent jamais. Il y a des gens qui sont inscrits, qui viennent pas. Mais il y a des gens qui participent au message. Ça, pour moi, c'est le premier cercle, qui est un cercle très large, avec des profils très différents, avec des gens qui soit sont professionnels en no-code, soit qui ont juste des questions, soit qui sont des curieux ou des curieuses et qui arrivent. Dans ce deuxième cercle, ensuite, il y a l'association, qui est pour moi des gens qui sont motivés par le fait de s'investir et donc qui créent souvent plus de liens avec des gens, qui reconnaissent, qui font des actions, qui participent à la démocratisation, que ce soit les gens qui s'occupent du Twitch, du podcast, de l'animation, de tout ça, de la professionnalisation, etc. Et après, pour moi, il y a le dernier cercle qui peut refléter un peu plus la communauté, c'est les gens qui viennent au meet-up dans les différents endroits. Et parce qu'en fait, les meet-up sont l'essence, on va dire, de la communauté. Non pas, c'est pas une question de hiérarchisation de qui est mieux, qui est moins bien, mais c'est les gens du coup qui vont venir créer des liens en physique avec d'autres personnes, qui vont venir émaner des choses, etc. Et donc pour moi, il y a ces 3 communautés qui coexistent ensemble. Il y en a pas une meilleure que l'autre. On peut très bien faire ce sentiment, faire partie de la communauté no-code et vivre, je sais pas, à Chalmou, en Bourgogne, et pas pouvoir aller au meet-up parce qu'il n'y a pas de meet-up à Chalmou, et quand même se sentir investi là-dedans. Mais je pense qu'il y a ces 3 niveaux-là un peu d'investissement différents, de temps, et du coup, je pense le sentiment d'appartenance aussi. Et que peut-être que si tu viens, si tu es dans l'asso, si tu es membre du Slack dans l'asso et que tu viens tous les mois au meet-up à Paris, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris ou à Lille, tu te sens peut-être beaucoup plus investi dans la notion de communauté que si juste tu utilises du Zapier au travail et tu poses des questions par rapport à ça. Et ce qui fait que tu considères aussi le no-code comme une commune, une famille, plus que des outils, quoi. Est-ce que c'est des communautés qui coexistent ou est-ce que c'est pas plutôt des cercles concentriques? Tu vois, moi je trouve que c'est un peu c'est juste, il y a effectivement ces différents profils avec des niveaux d'implication différents et moi je trouve que c'est cool et OK qu'il y a juste des gens qui viennent poser des questions techniques sur le Slack comme ça un petit peu de loin, qui, une fois qu'ils ont leur réponse, limite ils reviennent que la fois d'après où ils ont une question. Et puis, jusqu'à ceux qui, bon, comme, nous 4, enfin, sont impliqués dans l'association ou dans l'organisation d'événements ou qui portent un peu des projets au sein de cette communauté. Mais, effectivement et puis parce que on évolue aussi dans ces cercles concentriques. Il y a des gens qui, d'abord, posent quelques questions, puis qui font peut-être une rencontre et puis qui arrivent un peu dans ce deuxième cercle, un peu,
Et puis voilà, et ça fluctue. Et puis des fois, il y a eu des gens aussi très impliqués, puis qui ont eu moins le temps, ou qui ont changé un petit peu de carrière, et puis qui suivent un petit peu plus de loin. Et moi, je trouve ça chouette. C'est un peu indépendamment. Tant qu'il y a un peu un état d'esprit commun, moi, en tout cas, c'est beaucoup ça que je regarde. C'est vraiment un petit peu l'état d'esprit, quoi. Puis après, l'implication dans l'écosystème varie, effectivement, aussi entre les gens qui sont professionnels ou entre les gens qui font juste ça pour un besoin d'un projet ou quelque chose comme ça, quoi. Mais comme il y a des gens aussi, oui, je suis d'accord avec toi, comme il y a des gens aussi qui sont pas du tout dans No Code France, mais ça ne nous empêche pas d'être dans entre guillemets, le mouvement No Code. Tu vois, je sais pas si tu prends des profils comme très variés, hein, mais comme peut-être les gens de chez Cube, après je vais name dropper, mais c'est pas négatif, hein, les gens de chez Cube ou des gens qui ont des agences ou même des gens comme Thinkso, etc., qui sont pas forcément actifs dans la communauté no code, qui viennent au meet-up, qui s'organisent dans l'organisation, ou quand même Shubham, etc., font partie quand même du mouvement no code, ont une activité là-dedans, mais ce sont pas forcément dans ont leur communauté, quoi. Comme Cube font leur meet-up, ils ont leur communauté, comme Evodev, ils ont leur meet-up, comme Allegria aussi a leur communauté. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs communautés aujourd'hui no code au sens large, mais je pense qu'il n'y a pas comment dire, il y a chacun son mode de fonctionnement dans sa communauté. Après, il y a des communautés autour de business, etc., qui sont un peu différentes. Mais ouais, donc en fait, il y a beaucoup de communautés, je pense, qui existent. Comme par exemple la communauté d'auto, tu vois. Je pense qu'Amandine, tu peux en parler aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont sur auto, qui sont passés dans Code France, et c'était aussi votre communauté aussi à l'époque, quoi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais pas trop comment est-ce qu'il faisait Thibaut avant d'avoir fait le Discord, sachant que la communauté auto, elle s'est construite à la base, et je pense comme le Slack de contournement à l'époque, autour des élèves qui suivent les formations. Et c'est que après que finalement ça a été ouvert à toutes et à tous, et que du coup les personnes qui sont vraiment un peu très passionnées et hardcore sur Bubble ont fini par rejoindre pour être vraiment sur juste avoir un canal où il y a tout en vrac avec tous les niveaux, mais tomber sur un espace où il y a du gros niveau aussi. Mais après, j'ai aussi beaucoup de gens qui, le temps de leur formation, sont sur le Discord de Auto, et qui après vont que sur le Slack de No Code France, par exemple. C'est pour ça qu'à une époque, j'avais ouvert un canal auto sur le Slack de No Code France pour garder le lien aussi avec ces personnes qui peuvent pas être partout en même temps. Ce qui se comprend, c'est ultra compliqué. On est obligé de sélectionner, et du coup, il y a des gens qui sont dans les deux, il y a des gens qui sont que dans l'une ou que dans l'autre. Peu importe, quoi. Et c'est par période aussi, et je pense qu'il y a des cycles. Chez No Code France, il y a des cycles, et c'est bien parce que ça apporte aussi de la nouveauté. Ça maintient une espèce d'uniformité sur le fait qu'il y a des gens qui arrivent, qui s'investissent beaucoup, puis après qui laissent la place, et du coup, cette place qui est vide, elle est aussi... il y a une nouvelle personne, du coup, qui peut la prendre. Et ça permet de maintenir aussi le fait de remettre en question constamment l'asso, ce qu'a fait, son fonctionnement, plein de choses. Et c'est un cycle normal de vie. Et à la fin, une communauté, je pense qu'elle grossit en termes de chiffres sur le Slack, mais en termes de membres, de quantité de membres actifs, je ne suis pas sûre que ça grossisse beaucoup. Par contre, ça tourne beaucoup. Je pense que les gens viennent à peu près 1 ou 2 ans vraiment s'investir, et puis après, il y a aussi le pro, le perso, etc. qui prend aussi, et du coup, on laisse la place à d'autres, et donc c'est cool. Ça, c'est un truc, je pense qu'on a toujours été un peu inquiet, effectivement, c'est que l'implication les membres actifs décroissent, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins de gens actifs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un pic, et après, qui mènerait en fait plus ou moins un peu à la mort de l'association, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde s'épuise, quoi. Et or, c'est pour l'instant en tout cas pas arrivé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu des nouvelles personnes qui émergent, qui commencent d'abord peut-être par streamer, et puis qui peuvent se retrouver un petit peu animateurs d'une guilde, voire après arriver jusqu'au CA. Notamment, par exemple, chaque année, pour l'instant, on n'a pas eu de problème de renouveler le conseil d'administration, même si, par exemple, cette année, il n'y avait que 4 personnes sur 6. Mais voilà, donc ça, c'est cool. J'espère que ça va continuer. Et d'ailleurs, j'en profite vraiment pour tous les gens qui regardent. N'hésitez pas à vous impliquer petit à petit, un peu plus, à regarder ce qui se passe. Il n'y a pas peu d'engagement, mais en tout cas, cette association, elle vit en tout cas grâce aux gens qui sont cette communauté même. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Claire aussi. C'est vrai qu'en fait, maintenant, on a aussi des gens qui arrivent par les événements physiques. Et ça aussi, c'est intéressant. Effectivement, le Slack n'est plus du tout le moyen d'acquisition, entre guillemets, principal. Il y a aussi tous les événements qui arrivent, les gens, et puis
Et donc ça, c'est aussi assez chouette, quoi. Parce que c'est quand même aussi vachement... Je pense qu'en plus, souvent, les gens sont bien accueillis et tout, et passent un bon moment dans les meet-up, et donc ça a aussi fait une bonne première impression. Donc c'est cool, nous, on aime bien revoir les gens d'un meet-up à l'autre, etc. On est un peu triste quand on revoit pas les gens, parce que des fois, on se dit, bon, pourquoi ils reviennent pas, ils sont venus qu'une fois, et puis on sait pas pourquoi, mais en tout cas, ouais, c'est cool, quoi. Et je pense, pardon, j'allais rajouter un Vas-y. truc. Je pense que c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a des outils où je pense qu'il y a des gens qui sont attachés à des outils, mais qui n'ont pas forcément. Je suis très bas parce que ma chaise est un peu allongée. Mais il y a des outils qui parfois sortent aussi du spectre de No-Code France. Tu vois, si je prends par exemple Webflow ou Framer, qui font parfois des événements, etc., et qui n'intègrent pas forcément No-Code France dans la démarche, ou des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui vont, je pense à tous les événements que peuvent organiser Init, Mecha, Digidop, etc., autour de Webflow, qui ne sont pas forcément de la communication No-Code France et dans lequel No-Code France n'a pas d'impact, parce que parfois il y a des gens, quand ils utilisent Webflow, ils ne sont pas forcément sur le site No-Code France, ou ça n'a pas forcément de rapport, comme les événements de Framer, où les deux garçons qui organisent des événements Framer, ils font ça dans leur coin avec leur communauté d'outils spécifiques, mais parce que c'est peut-être des outils aussi à destination de plus de designers et où les gens n'ont pas forcément ce sentiment d'importance là-dessus. Donc je pense que c'est un peu les deux seuls outils, enfin peut-être avec Bubble, mais peut-être un peu moins maintenant. C'est peut-être un peu les deux outils qui sont un peu hors scope de la communauté No-Code France. Même si tu vois, on peut même réfléchir, en fait je dis ça, mais je dis des conneries, que ce soit les meet-up Coda ou les meet-up Notion, etc. Souvent, en fait, ce sont des meet-up qui ont leurs canaux et qui ne sont pas forcément rattachés à la communauté No-Code France, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que soit ils y pensent pas, soit on va pas à la démarche de les contacter, ces choses-là. Mais je pense par contre que ça peut être intéressant au futur, s'il y en a qui nous écoutent et qui réalisent des meet-up sur des outils, en fait, qu'on puisse aussi relayer l'événement, tu vois. Moi, je vais souvent en meet-up Notion, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont jamais trop relayés. Après, peut-être que les gens qui les organisent n'ont pas forcément non plus envie d'associer ça. Mais je pense que du coup, les outils ont aussi leur propre commu, comme les bubblers et les bubbleuses. Voilà. Quand tu vas à un meet-up no-code et il y a 10 personnes qui parlent entre eux, et ils sont que 10, tu sais que c'est des bubblers et des bubbleuses, quoi. Même si on en voit un peu moins. Même si c'est vrai que, comparé à avant, on voit beaucoup moins de bubblers et bubbleuses au meet-up. Je m'en rends compte. Là, dans les gens que je rencontre, il y a beaucoup moins les bubblers et bubbleuses qui étaient là à l'époque. Maintenant, ils sont moins là. Ils viennent plus. À force de se faire agresser par des gens qui font du glide au bout d'un moment. C'est ça. Non, c'est faux. C'est Hugo. Ils se sont lassés. Hein. Je veux pas donner de nom, mais... C'est Hugo Attal qui tape sur Bubble à chaque fois qu'il fait une presse. Moi, j'ai arrêté mes agressions sur Bubble. Mais effectivement, donc, on parlait de ces cercles concentriques de la communauté No-Code France. C'est peut-être, je sais pas, plus des diagrammes de veines avec... des fois, ils se recoupent, des fois pas. Mais il y a aussi d'autres communautés, des communautés autour notamment d'organismes de formation. On va citer Auto, Init, etc. D'agences et d'outils. Donc effectivement, ça fait beaucoup de communautés, et on peut parler de la communauté no-code en général, avec des gens qui se reconnaissent quand même, parce que bon, les gens qui animent ces communautés se connaissent quand même toutes et tous plus ou moins. Il y a un certain nombre de gens qui font aussi les passerelles entre ces communautés, mais c'est vrai que chacune de ces sous-communautés, on va dire, vit un peu les choses dans son coin. Mais dans chacune de ces communautés aussi, il y a une grande disparité. Nous, on a depuis 2 ans, je crois, une enquête qui est envoyée à toutes les personnes qui rejoignent le Slack pour savoir un peu qui sont ces personnes. On a 800 réponses là aujourd'hui à cette enquête. Et ça montre ça donne des résultats assez contrastés. Il y a 25% qui nous disent le no-code est central dans mon activité professionnelle, 24% qui disent que c'est un outil important dans l'activité professionnelle, 18% qui disent que c'est un outil secondaire dans l'activité professionnelle. Donc déjà, tout le monde n'a pas le même... le no-code ne prend pas la même place dans la vie de tout le monde. Pour les personnes qui sont pas à temps plein sur le no-code, il y en a 17% qui veulent se lancer à temps plein, 76% qui veulent augmenter la part du no-code dans leur vie. Les utilisations, c'est très varié. Il y a 60% qui automatisent des tâches et processus avec le no-code, 46% qui créent des applications internes, 26% qui créent des applications externes B2B, 18% des applications externes B2C, 28% des sites vitrines. Enfin, et il y en a 25% aussi qui disent moi je fais rien de précis, je suis juste là pour m'amuser. On a 27% de freelance, 22% de chefs d'entreprise et porteurs et porteuses de projets, 32% d'employés. Bon, je déroule des chiffres un peu vite, mais on voit quand même une diversité très très grande de profils
avec quelque chose qui semble marcher quand même pas trop mal, c'est que les personnes qui sont là depuis quelque temps et qui ont acquis un peu d'expérience, il y en a quand même, enfin, parmi ces personnes-là, il y en a quand même un certain nombre qui prennent encore et toujours le temps de répondre aux personnes, soit qui débutent, soit qui n'ont pas vocation à faire ça à temps plein et qui du coup n'ont pas non plus un niveau technique énorme et qui ont, une fois de temps en temps, besoin d'aide. Il y a des personnes qui posent des questions pendant 3 mois et puis au bout de 3 mois, c'est eux et elles qui répondent aux questions et on sent qu'ils sont lancés. Il y a d'autres personnes qui sont là depuis 2 ans et qui régulièrement ont une question parce que les outils no-code, c'est pas leur quotidien, quoi. Donc, on voit quand même des interactions, du moins dans le cercle no-code France, entre ces différentes populations. Est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, d'autres dynamiques entre ces populations? Moi, je pense qu'il y a un truc spécifique aussi à la France, et je pense qu'il pourrait être sur d'autres pays latins aussi, mais la barrière de la langue, qui fait que, par exemple, les communautés des éditeurs, c'est des communautés qui sont pas tant intégrées que ça par nous, les membres de notre communauté, parce que tout simplement, la barrière de la langue, même à la no-code week, on l'a vu, enfin, c'est comme ça. Mais du coup, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a des éditeurs qui viennent faire leur service client sur le Slack de No-Code France, qui sont dans les canaux de leur outil, qui eux-mêmes aussi, des fois, quand ils ont le temps, quand ils peuvent, quand ils voient à temps répondre, font l'animation de leur communauté française, en tout cas sur ce Slack. Il me semble que déjà, les équipes de WeWeb y sont. Il me semble que Softer, la CEO, est dans les parages, Tally aussi. Enfin, il y a aussi plusieurs éditeurs en personne qui y sont et qui interagissent comme ça avec leur communauté française. Ouais, parce que Time Tonic, etc. Parce que, en fait, eux, leur communauté à eux sont en anglais. Et du coup, les Français n'y vont pas. Et donc là, au moins, ils acceptent de jouer le jeu, d'aller, eux, sur un autre outil pour retrouver la communauté, leur outil ailleurs. Donc, il y a, je pense, aussi de trucs un peu spécifiques qui justifient aussi l'essor de communautés comme Init, comme Auto, qui sont très spécifiques à des outils aussi. Alors que, vu que c'est spécifique à l'outil, pour aller chez l'éditeur, mais non, chez Init et chez Auto, Webflow, Bubble, on traduit tout en français. Donc, ça rend aussi tout de suite le contenu plus accessible. Ça permet aux gens de poser des questions en français, d'avoir des réponses en français. Donc, je pense qu'il y a aussi dans les différentes communautés cet élément qui fait que les communautés en France se sont absolument pas développées comme les autres communautés dans le reste dans tous les autres pays. Malgré le fait que ça s'est développé pendant le Covid, quoi, et que du coup, tout était en virtuel, tout était en ligne, il n'y avait pas vraiment de barrière géographique, et pour autant, on a construit une communauté qui est géographiquement centralisée sur de la francophonie globalement. Oui, parce qu'il y a un peu quand même des Belges, des Suisses, des Canadiens, surtout des Belges, je dirais, dans le pays francophone. Il y a des personnes aussi qui sont en Afrique, donc ça c'est quand même assez chouette, effectivement, le côté en ligne. Mais oui, c'est sûr que ça a aidé à fédérer. Enfin, moi, je me souviens très bien quand on a commencé en 2019, l'idée c'était de faire une communauté, de faire du contenu en français parce qu'il n'y avait rien quasiment et que tout était en anglais et qu'on sait qu'en France ça fait une barrière. Et en fait, ça a fait plus que ça, c'est-à-dire que ça a permis vraiment de fédérer les gens autour de la langue et puis un peu d'une culture commune. Parce que si on regarde, sans vouloir critiquer, hein, mais une communauté comme No-Code Founders, par exemple, qui est historiquement, je veux dire, aussi âgée que la communauté No-Code France, enfin, globalement, quoi, où il y a même plus de membres, je crois. C'est pas du tout le même état d'esprit. Enfin, c'est pas pour dire, hein, mais bon, déjà, le fondateur est hyper introverti, il est très peu visible, enfin, il est très en ligne, il est très dans un truc solopreneur, indie maker, donc forcément, sa communauté est beaucoup autour de ça, il y a beaucoup d'autopromo, il y a peu de modération. Alors maintenant, il a engagé une community manager d'ailleurs, c'est intéressant. On verra comment ça devient. Mais c'est pas du tout. Il y a aussi un référentiel culturel quand même qui est différent, quoi. Et nous, alors la communauté No-Code France d'ailleurs a une certaine culture, hein, d'ailleurs qui s'est développée au fil du temps, qui est différente de la culture en quelque sorte du SFPN par exemple. Mais je pense que tout ça c'est plus facile, quoi. C'est plus facile quand c'est dans ta propre langue et que tu as plus les codes et d'être dans un délire un petit peu commun, quoi. Et moi, j'ajouterais même que je pense que cette côté communauté sur Internet est un truc quand même pas forcément, je dirais assez français. Enfin, tu le vois aujourd'hui, je pense, après, c'est plus des générations, on va dire, plus jeunes, peut-être que la moyenne d'âge qu'on a sur le Slack. Mais quand tu regardes des événements
en ligne qu'on peut avoir aujourd'hui, des trucs un peu liés à Internet, etc. Il y a ce sentiment d'appartenance à un groupe aussi, parce que je pense qu'on est peut-être très chauvin et on a beaucoup cette notion de nation ou de présence sur Internet, aussi parce qu'on a peu de pays qui partagent la même langue. Donc, toi, je pense que la communauté hispanique est colossale aussi. Mais elle a la différence. Et quand tu regardes des événements comme. Amandine, je regarde un petit écho. Ah ouais. Ouais. Nickel. C'était Ouais, parce pas chaud qu'Amandine qu'on est en face de moi. Non, et je pense que du coup, il y a vraiment cette culture-là aussi, du truc d'Internet, tu vois, quand tu regardes des events, des Pixel Awards, etc. Peu importe, même si on est très peu, on a ce truc de communauté. Je pense que peut-être d'autres pays n'ont pas, parce que quand tu es aux États-Unis, si tu as une communauté en Angleterre, bah, vu qu'entre guillemets c'est la même langue, ou si tu es en Espagne et au Portugal, même c'est pas la même langue, mais bon, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as moins ce sentiment d'appartenance qu'on a, je pense, un peu plus en France, avec de se regrouper. Et ce que vous pouvez dire, Matt, aussi en documentaire, c'est qu'aux États-Unis, et ce que disait aussi très bien Alchen, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de communauté. Lui, il aimerait bien. Eux, ils ont lancé nos codes de les meet-up à New York. New Je York. pense que ça va continuer un peu. Ouais, je pense qu'ils doivent en faire un peu doucement. Mais voilà, il n'y a pas de communauté, tu vois. Et aux US, à part nos codes founders et à part les outils, il n'y a pas de communauté qui regroupe. Comme d'ailleurs, il n'y a pas forcément, enfin, on va Alexis pour en parler, mais comme en Allemagne, il n'y a pas vraiment de communauté globale. Comme en Espagne, il n'y en a pas non plus, comme en Italie non plus, comme en Angleterre non plus. Il y a des business qui ont des communautés. Donc Visual Maker, en Allemagne, en Espagne, il y a les gens de chez No Code Hackers, pas de bêtises. Mais il n'y a pas de communauté hors d'un business, quoi. Il n'y a pas des communautés de gens autour du no-code. Et je pense que d'ailleurs, après, sauf si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres pays dans le monde où il existe une communauté no-code qui n'est pas le fruit d'une entreprise, quoi, entre guillemets. C'est vrai que, à part No Code France, c'est toujours autour d'un éditeur, en organisme de formation, agence, etc. Et c'est vrai que c'est un peu une exception dans ce que. C'est vrai que l'aspect de la langue est très important. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais la No Code Week est un événement totalement anglophone. Après, il y a beaucoup de Français et il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais et qui ont quand même fait le déplacement pour échanger en français et puis suivre aussi autant que possible les conférences. Après, sur les communautés des outils sont souvent sur des forums et il y a un espèce de mélange des genres entre de l'entraide, extrêmement efficace avec des gens de très bon niveau, etc. Je remets pas ça en question, mais en même temps, un peu côté bureau des plaintes, dans la mesure où je suis dans le forum de l'outil, c'est mais pourquoi ça n'existe pas, et il y a un côté support un peu aussi. Et c'est vrai que quand on sort de la communauté de l'outil, on est vraiment sur purement de l'entraide, quand on arrive à mettre de côté le côté autopromo. On est vraiment juste sur de l'entraide. Les gens ne sont pas là pour se plaindre, et les personnes sont là pour poser des questions, répondre aux questions, et voilà. Loïc nous dit qu'il y a Braise No Code aussi dans les communautés. Effectivement, ce sont des choses qui... Enfin, En fait, on n'est pas la seule communauté au monde. Et plus la communauté No Code France devient grosse, plus c'est normal qu'il y ait un peu un besoin de créer, je pense, des plus petites communautés plus locales, ou alors autour d'un outil. C'est les deux angles qu'on voit se développer, et je pense que c'est tout à fait OK. Moi, j'ai toujours un petit peu imaginé No Code France un peu comme une fédération quelque part. C'est-à-dire que, et comme le disait Stan tout à l'heure, c'est vrai que nous, comme on a toujours cette vision de c'est bien d'être les plus gros parce que ça fait un truc central, mais ça veut pas dire que autre chose ne doit pas exister. Ça nous fait un peu bizarre quand on voit des gens, par exemple, comme là, les gens qui font un petit communauté autour de Framer, qui font un événement le même soir qu'un Meetup No Code France. Parce qu'on se dit, c'est dommage, en fait, si vous faites un autre soir, vous pouvez l'annoncer sur No Code France. Framer est quand même un outil No Code qui est intéressant. Et en fait, c'est toujours ce truc de se servir de No Code France comme une plateforme pour aider, alors pas à des buts commerciaux, mais pour tout ce qui est communauté. Enfin, clairement, organiser un Meetup, ça rentre complètement dans l'action de No Code France. Et donc, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est vraiment, et de la même manière, la communauté de Théo, qui est sa communauté, mais qui est la communauté en quelque sorte francophone de Webflow, est très intéressante, et c'est le mouvement No Code, et il y a des liens très proches parce que Théo est aussi quand même dans la communauté No Code France depuis le début, et moi je trouve ça bien, vraiment ce côté un petit peu fédération, et je pense qu'on ne fera jamais une fédération dans le sens organisé, vraiment ce côté fédération. C'est juste, on est tous dans le même mouvement et donc on peut s'entraider, et c'est Braise No Code ou tous les trucs locaux doivent bénéficier aussi potentiellement, je trouve, du soutien de No Code France, tant que ce sont quand on est aligné tant que ce sont des choses locales, mais qui partagent un objectif non commercial, etc., quoi. Enfin,
Donc, bon, voilà. Enfin, effectivement, de toute façon, No Code France n'a pas vocation à tout diriger ou fédérer, mais je vois plutôt ça comme un maillage aussi, où, à ma connaissance, les personnes derrière Braze No Code se sont rencontrées via la communauté No Code France. Pour beaucoup, c'était des personnes qui étaient très investies justement dans No Code France et qui ont voulu faire une sorte de spin-off, même si No Code France n'est pour rien dans la création de Braze No Code, avec un ancrage géographique. Mais c'est normal, hein. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Plus la communauté grossit, et plus aussi, quelque part, on dilue un petit peu les relations, et notamment, par exemple, le Slack est devenu quand même globalement le Stack Overflow du no-code, quoi. Et c'est super, c'est hyper utile, mais il y a moins la place, du coup, pour des petites blagues, pour des petites relations interpersonnelles. Enfin, c'est normal, c'est devenu tellement gros, tellement vaste, que ça devient intimidant un petit peu de poster, etc. Et je trouve ça pas grave du tout, parce que on a maintenant tous ces meet-up qui se passent aussi localement. Et donc, c'est là, en fait, où on recrée du lien, ou dans des moments aussi sur le Twitch. Moi, j'adore aussi Twitch, c'est pour ça que je fais des lives et tout, où là, on a des échanges entre nous dans des plus petits comités. Donc, c'est normal qu'il faut recréer aussi des plus petits comités sous le grand étendard, quoi, en quelque sorte. Stan lève le doigt, c'est mignon. Ouais, c'est pour prendre là, tu sais, c'est pour pas couper et tout. Non, et je suis totalement d'accord là-dessus. Et comme je pense, tu vois, comme aujourd'hui, enfin, je ferai une comparaison avec. Aujourd'hui, les outils se complexifient beaucoup, donc je pense qu'il y a une place maintenant pour des nouveaux outils qui reviennent au basique de ce qu'étaient les outils avant. Et comme maintenant, je pense qu'il peut totalement y avoir des communautés hors de No Code France qui sont très spécifiques et qui regroupent beaucoup moins de personnes. Tu vois, tu reprends, il pourrait, et c'est totalement, si demain il y a quelqu'un qui lance une communauté 100% Bubble, tu vois, je pense qu'elle cohabiterait totalement avec No Code France, et que c'est pas, enfin, je prends Bubble pour prendre un exemple, je peux prendre Glide, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a sûrement un besoin et il y a sûrement une place pour des communautés plus petites où les gens peuvent discuter, échanger, etc. Sur un cadre plus précis et dans un cadre plus petit. Et tu vois, comme je pense que ça viendra pas par rester No Code France, je pense que c'est deux choses différentes, tu vois. Je pense que par exemple, si, après je sais plus qui l'a fait, mais si demain je vais sur le canal général et je dis bonjour, comment allez-vous à lundi matin, les gens vont pas forcément répondre, pas forcément le voir, tu vois. Ou ce que disait très bien Alexis avec les petites blagues ou les choses comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des petites communautés qui peuvent être satellites à No Code France, qui dédient à des choses spécifiques, quoi. Et ça ne va pas forcément parasiter No Code France, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme disait Alex, No Code France a évolué de communauté à forum d'entraide. Et après, tu vois, pour moi, la communauté plus en dur, ce serait plus l'assaut, entre guillemets, où il y a plus d'interaction entre les gens que le Slack, quoi. Il y a un peu cette double chose. Voilà. Effectivement, après, c'est vrai que ces communautés plus spécialisées ont totalement leur sens, dans le sens où, au sein du Slack No Code France, par exemple, on s'est déjà demandé comment on pouvait faire évoluer les choses. Par exemple, on prend un canal Bubble ou Make. Enfin, il y a des questions hyper pointues, il y a des questions vraiment la base de la base. Il y a des questions sur différents sujets. Enfin, et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on doit faire Bubble débutant, Bubble expert? Et en fait, non. Parce qu'on a déjà plus de 100 canaux outils, on peut pas s'amuser à commencer à faire des sous-canaux, etc. Il y aurait une espèce de dossier de canaux, etc. On pourrait le faire, mais ça n'existe pas dans Slack. Donc on est en fait limité à un moment par notre propre taille. On peut pas absolument tout faire. Et c'est vrai que se dire, je vais sur la communauté auto ou autre, enfin pour parler de Bubble ou Init, pour parler de Webflow, ça permet des échanges qui sont plus ciblés, qui sont mieux organisés. Pour autant, j'espère qu'il y aura toujours des gens qui continueront à parler de Bubble et de Webflow au sein de No Code France, évidemment, mais... Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a... Pardon, j'ai pris la parole à Stan. C'est que justement, tu vois, par exemple, dans le canal Bubble ou quoi, je trouve qu'il y a assez peu, peut-être Bubble, c'est pas un bon exemple, mais sur Make, il y a très peu de discussions autour des nouvelles fonctionnalités, des échanges un peu critiques, ou enfin, c'est toujours vraiment des questions spécifiques sur un problème, un bug, un truc, enfin. Et c'est pas grave, parce que du coup, il y a d'autres espaces pour ça. Il y a des lives où on commente les news, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... Voilà, c'est difficile de tout avoir, quoi. Et je pense que c'est un peu insoluble, et c'est pas très grave.
parce que le Slack n'est qu'un pendant. Ça a été pendant longtemps, notamment pendant le Covid, l'endroit central. Je pense que ça l'est de moins en moins, malgré sa taille imposante, en tout cas sur le papier, parce que bon, après, il faut regarder plutôt quand même le nombre d'utilisateurs actifs, même s'il est très important aussi d'ailleurs. Mais voilà, enfin, faut arriver à équilibrer les choses, quoi. Et je voulais rajouter un petit truc aussi, c'est que parfois, je pense qu'il y a des gens qui, au vu du nombre de personnes sur le Slack, osent pas forcément poser la question. Moi, je sais qu'à une époque, quand je posais des questions, personne ne me répondait, donc du coup, j'arrêtais de poser des questions. Mais toi, non, mais tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, parfois, tu sais, tu te dis, en fait, il y a tellement de monde, etc., que t'as pas envie de poser la question, que t'oses pas, etc., ou que t'as pas envie qu'il y ait des gens qui sachent que tu galères sur un truc un peu bête, tu vois. Donc, il y a un peu aussi parfois ce double truc, qui est que il y a tellement de monde que tu te dis, je vais poser ma question, ou que t'oses pas ça, et que tu te lances pas là-dedans, par rapport à ça. C'est Carole qui faisait un truc cool là-dessus, à l'époque où elle était... Donc Carole, pour information, c'est quelqu'un qui était très engagé sur les débuts de l'asso, qui a participé à la création de la structure associative et qui a initié la guilde diversité inclusivité de l'asso. Aujourd'hui, Carole, elle a changé de taf, etc. Donc, elle a moins de dispo. Je pense qu'elle regarde quand même un peu de loin ce qu'on fait, toujours avec tendresse, etc. Mais elle est plus investie. Mais du coup, il y avait quelque chose qu'elle faisait à l'époque, c'est que quand elle allait se balader dans les canaux, enfin, dans les différents trucs, si elle voyait des messages sans aucune réaction, sans réponse, et ben elle en mettait une. Genre un peu n'importe quoi, un emoji juste pour le principe, mais pour que la personne ne se sente pas seule, sans réponse, ignorée. Et elle faisait particulièrement attention à ce que des posts écrits par des femmes en est toujours systématiquement parce que c'est vrai que la communauté elle est pas paritaire et du coup des fois c'est un peu plus compliqué d'oser ces trucs là. Donc je sais que Carole faisait ça à l'époque quand elle s'occupait de la guilde diversité inclusivité. Je sais que des fois nous on en parle entre nous dans le CA avec les animateurs de guilde, mais pour celles et ceux qui sont dans le Slack, en vrai, ça peut être cool de faire ça. Quand vous baladez, quand vous voyez des messages sans réponse ni rien, juste mettre un emoji qui dit « J'ai vu ton message, il existe, je suis désolée, je peux pas répondre, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, t'es pas ignoré, quoi. Tu peux continuer à poser tes questions, sait-on jamais. » Complètement. Et c'est d'ailleurs une équipe qui est difficile de garder parce que on a une communauté qui est très très grosse, donc c'est difficile de laisser des gens faire n'importe quoi, même s'il n'y a pas de mauvaise intention et c'est en soi pas grave, mais des gens qui postent un message en 3 canaux différents ou qui postent un message en Après, 10 t'as la parties. modération. Mais je sais, enfin du moins j'ai la sensation que ça bloque des personnes. Il y a des personnes à qui on fait une remarque et on les revoit jamais sur le Slack. Et en fait, voilà, c'est toujours compliqué de se dire, ok, on essaie de rester bienveillant, mais d'un autre côté, on peut pas juste laisser couler parce qu'on est trop, et on sait à quelle vitesse ça peut aussi déraper ce genre de choses. Faut mettre des emojis, Pierre. Venant d'une personne qui a parfois, fut un temps, eu des échanges un peu, si tu mets les emojis, ça passe toujours. Moi, c'est ma règle maintenant. Dès que je réponds à quelqu'un, je mets un emoji, comme ça, c'est moins abrupt. J'essaye aussi, enfin j'en mets toujours, mais tout n'est pas réglé par des emojis. J'ai un petit message pour Loïc. Il faut que tu viennes nous rejoindre sur Twitch, parce que là tu regardes sur LinkedIn, mais tu verras que sur Twitch il y a beaucoup plus d'animation. On n'est pas que tous les 5. Ah oui, j'avais pas compris le. J'imagine que c'est par rapport à ça, mais surtout vu que tu proposes des lives publics, des builds. Ah oui, effectivement. N'hésite pas à venir sur le Twitch plutôt pour regarder, c'est plus sympa. Effectivement. Twitch.tv/NoCodeFrance. Ouais. Exact. On en a parlé brièvement. Est-ce que vous avez vu justement depuis 5 longues années que vous êtes dans le coin, Alex et Stan notamment, est-ce que vous avez vu des changements dans les comportements au tout début, j'imagine, mais on va dire du moins ces 3 dernières années, quand la communauté s'était un peu structurée, est-ce qu'il y a eu des changements de dynamique d'une manière ou d'une autre au sein de cette communauté? C'est une bonne question. Non, c'est vrai, franchement, je crois que on évoquait un petit peu là, le fait que la taille augmente, notamment sur le Slack, a des impacts. Mais moi, un des trucs que je trouve assez incroyable, c'est qu'encore aujourd'hui, des gens, régulièrement, quand je rencontre des gens, ils me
me parle toujours un petit peu de la bienveillance, même si je trouve que c'est un mot qui est devenu complètement galvaudé, mais du bon accueil qu'ils ont eu en arrivant sur le Slack, dans la communauté, etc. Et ça, c'est vrai que je suis un peu fasciné que ça soit toujours le cas au bout de 5 ans, en ayant autant de monde et qu'on ait réussi à conserver ça. Alors je pense que c'est un truc, c'est tout le monde y participe et que quelque part aussi ça exclut un petit peu des gens. Et il y a un très gros, il y a un très gros travail de modération. En tout cas, il y a pas mal de discussions autour de la modération dans l'association, dans la guilde qui est dédiée à ça. Il y a aussi pas mal de travail. Ouais. Mais est-ce que tu dirais que c'est un très gros travail? Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression, on voit pas tout en fait, comme la modération est faite par plusieurs personnes, on se rend pas toujours compte de ce qui est modéré, pas modéré, mais je pense que ça y contribue beaucoup. En tout cas, le fait qu'on y soit extrêmement attentif. Mais oui, est-ce que tu dirais, toi, qu'il y a un très gros travail de modération? Disons que le travail de modération, c'est pas que agir, c'est aussi juste lire tout ce qui se passe. Il y a des centaines de messages par jour. C'est lire ce qui se passe et le lire régulièrement. Et après, agir un peu. Il n'y a pas... Je suis pas sûr de réagir ou de supprimer des messages tous les jours, mais pas loin, en fait. Donc c'est pas... La plupart du temps, c'est rien. C'est juste une personne qui pose son message dans trois canaux différents, qui sait pas qu'il faut faire mage entrée pour revenir à la ligne et qui fait entrée à chaque fois. Et du coup, ça saucissonne, etc. Mais... il y a une partie de la modération qui vient de la mauvaise compréhension et le mauvais usage de Slack. C'est un outil qui n'est pas du tout trivial à utiliser, même si nous, je pense que là, entre nous, tous les gens qui regardent peut-être sont à l'aise avec ça. Mais c'est un vrai sujet parce que quelque part, moi, je trouve ça... On a déjà parlé une fois dans la guilde. Je pense que c'est un peu inhérent au mouvement no-code. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent qui ne sont pas techniques, voire un peu éloignées de la technique, mais qui ont vu qu'avec les outils no-code, peut-être qu'ils avaient une chance d'arriver à faire des choses, alors qu'ils ne vont pas apprendre à coder. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal ça, des gens qui n'ont pas les codes des forums internet, qui n'ont pas, utilisé Slack. Et ouais, en plus. Donc, mais c'est intéressant parce que ça, c'est vrai qu'une partie du travail vient de là. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une partie du travail... c'est l'action quelque part de l'asso, c'est de la culturation numérique, des choses comme ça qu'on fait, qui est important. Et effectivement, c'est un travail. Mais je sais pas, moi je trouve que ça n'a pas tant changé que ça. Puis en plus, on avait connu des époques tellement différentes. Il y a eu l'époque confinement, Covid, etc. Mais au niveau des gens, moi, le seul truc que je dirais peut-être, c'est que je suis assez fasciné que chaque mois, à Paris, en tout cas de ce que je vois dans les meet-up où je vais le plus régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui effectivement sont au meet-up et ne connaissent pas le Slack, par exemple, qui découvrent le no-code, qui viennent pour se renseigner. Et c'est chouette parce que c'est des gens qui sont du coup dans une bonne démarche, quoi. Si tu t'es motivé assez pour venir dans un meet-up, pour rencontrer des gens, c'est quand même c'est cool, quoi. Ouais, moi je partage un peu la vision d'Alexis. Je pense que après, je pense qu'il y a eu des évolutions un peu différentes, mais qui sont inhérentes au nombre de personnes. C'est que je pense qu'au début 2020, les personnes qui étaient actives dans le Slack se connaissaient, on se voyait souvent, on discutait souvent entre nous, entre guillemets, et on avait des sentiments plus proches. Si on prend les personnes qui étaient là au début, que ce soit des Kitty Rose, des Pierre, alors c'est des prénoms peut-être qui vous diront, des noms qui vous diront rien parce que fallait être là il y a longtemps, des Pierre Tillement, des gens comme ça qui étaient très actifs à l'époque et qui étaient là motivés, etc. Et on se voyait souvent et donc du coup il y avait vraiment ce côté un peu communauté, et au fur et à mesure que ça grandit, du coup tu peux moins garder ce cadre un peu, je dirais pas famille, mais vraiment genre bande de potes, etc. Même si à un moment ça nous a joué un peu des tours et on a des gens qui nous ont mis des garde-fous en disant attention aux bandes de copains qui gèrent des communautés à l'époque. Et ouais, aujourd'hui, du coup, on peut avoir ces liens-là avec les gens qu'on côtoie. Je pense beaucoup plus avec des gens qui sont issus de la même ville que nous, qu'on croise dans les meet-up. Je pense, j'ai des liens, on va dire, plus forts avec les gens que je croise dans les meet-up à Paris qu'avec des gens qui sont à Bordeaux ou à Paris, parce que du coup, il y a ce côté présentiel. Mais après, vraiment, je pense que dans les usages et dans l'apport du Slack, je pense que ça n'a pas vraiment changé, quoi. Je vois pas de piste sur lequel ça a beaucoup évolué, quoi. Si ce n'est les rapports entre les gens, on va dire, et qu'à l'époque, on pouvait se permettre de faire des petits, un mardi d'écrire bonjour et les gens disaient bonjour, ou de faire des blagues ou de mettre des choses qui n'avaient pas forcément en lien avec le no-code. Là où, par le fait que la communauté grandit, en fait, du coup, tu vois, je vais moins arriver un lundi matin et mettre un gif en disant un gif ou un gif, je sais pas. Un gif. Non, mais c'est sur le Slack. Mais tu vois, c'est un gif d'ailleurs qu'on dit. Non, je sais plus. J'avoue, je me trompe aussi. GI comme girl, c'est gif. Bref, pardon. Non, mais c'est moi je trouve que
ça ne s'est pas perdu, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque que tu décris, Stan, il y avait un groupe de la communauté. Alors que maintenant, il y a plein de petits groupes et j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se rencontrent grâce à No Code France et qui ensuite font des petits groupes, des gens qui se rencontrent, qui après commencent à faire des lives ensemble, par exemple. Et c'est pour ça que c'est très important, les meet-up, et aussi des événements comme la No Code Week, c'est aussi un des objectifs, c'est de donner l'occasion à des gens de se rencontrer en vrai. Mhm. Et je sais pas, moi j'ai eu l'impression que même à la No Code Week, il y avait des gens qui peut-être se voyaient pour la première fois, mais qui avaient déjà, d'une manière ou d'une autre, tissé des liens quand même déjà un petit peu forts en ligne, parce qu'ils se voient souvent, ils se croisent sur le Twitch, ou parce qu'ils sont sur un même canal de manière un petit peu, ou peut-être qu'ils ont fait un projet ensemble. Il y a pas mal de gens aussi qui travaillent ensemble, hein, qui se sont rencontrés sur le Slack de No Code France par une passion commune sur un outil. Là, les trois Géraud, Marco et Martial, qui font le live Time Tonic, par exemple, se sont rencontrés via la communauté, quoi. Et maintenant, ils peuvent des fois travailler ensemble, ils font un live ensemble, ils sont proches d'un éditeur ensemble, en quelque sorte. Enfin, et ça, moi, je trouve ça chouette, quoi. Donc, je pense que ça, on a réussi à pas le perdre, malgré que ça ait grossi. Alors après, je dis ça en étant probablement un petit peu biaisé, parce que forcément, on est là depuis le début, et je sais pas quelle est l'expérience pour quelqu'un qui arrive tout seul aujourd'hui dans une communauté avec des milliers de personnes et des meet-up un peu partout, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a une question de génération. Vous deux, vous étiez là dès le début. Moi, je considère que je fais partie de la deuxième vague, disons. Enfin, je suis arrivée un peu après quand même. Et du coup, je connais pas les mêmes personnes que vous. Par exemple, sur des événements, je rencontre des personnes qui étaient là à votre époque, que moi, j'ai pas connues, mais dont je vous ai déjà entendu parler ou quoi que ce soit. Et j'ai d'autres, il y a d'autres personnes. Et après, quand je compare aussi, par exemple, Samantha, dans la guilde de com, par exemple, à toute cette petite bande, quand je la vois au No Code Summit, à plein de gens autour d'elle de l'asso que moi, je ne connais pas du tout, qui a priori me connaissent. Mais je pense que il y a une question aussi un peu de génération de à quel moment on est rentré dans la communauté. Et du coup, on crée des liens particuliers avec les gens qui sont au même stade que nous à ce moment-là. Mm. Et après, on perd aussi en... oui, je pense qu'on est des vieux cons et qu'on n'est plus très accessible aussi au passage. Et je pense que nous, en plus, avoir fait autant d'événements, avoir aussi beaucoup donné à la communauté, tous les quatre, hein, parce que le coup, Pierre aussi, du fait d'être visible. Et je sais pas, moi, ça me surprend toujours quand sur un meet-up où j'ai des gens qui viennent me parler, je sais pas qui ils sont, c'est très gênant en plus comme truc. Mais ça fait que les gens, je pense, osent moins venir nous parler naturellement. Ah, j'espère pas. J'espère pas, en tout cas, moi, clairement. Enfin, je sais pas, en Ah, mais fait, je pense mais que oui, c'est pas les j'espère mêmes pas, ouais. relations, entre guillemets, quand tu arrives. C'est pas tout de suite ces personnes sur qui tu vas tomber, en tout cas aller, tu vois. C'est peut-être plus facile de galérer à deux et de découvrir ensemble. Et du coup, là, ça crée des liens potes où tu as envie d'aller boire des coups aussi en semaine, en dehors des meet-up, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ces trucs-là et ces groupes qui se créent. Bah ouais, non, j'espère, mais pour revenir sur le côté accessible et tout, enfin, c'est vrai que moi maintenant je suis content parce que les gens viennent me parler en général. J'espère qu'il y a pas de gens qui se disent pas: «Ah, tu sais, je vais pas aller lui parler parce qu'il est pas accessible, quoi». Par contre, je reconnais que souvent, je suis un peu fatigué à la fin de journée quand je vais à un meet-up, je cède un peu à la facilité de parler aux gens que je connais. Oui. Par contre, j'essaye de rester toujours disponible, et parce que dans la vraie vie, c'est vrai que je suis pas très sympa, mais dans le meet-up, par contre, j'arrive à être plus sympa que dans la vraie vie, quoi. Mais non, mais c'est un effort, mais non, mais ça dépend du contexte. Non, mais tu Mais regardes j'aime beaucoup, en tout cas. la soirée des communautés l'an dernier au Titi Palacio. Vous étiez tous au film, moi j'étais dans les gens, et il y a tous les gens du film qui sont sortis, qui sont arrivés sur le lieu. Et là, il y a Shubham qui passe. Et c'est quoi, il y a juste Shubham qui passe. Et nous, on le connaît, Shubham. On n'a pas de souci. Enfin, il y a tout ce truc que Shubham passe. Et moi, autour de moi, j'entends les gens en mode oh, c'est Shubham, c'est Shubham. Et en mode c'est Shubham. Du coup, j'ose pas lui parler. Alors qu'en vrai, Shubham, quand il vient des événements, en plus, il sait. Enfin, il est là pour rencontrer les gens. Il est super content de discuter avec des gens. Il n'est pas là que pour être avec ses potes. Et les gens n'osent pas forcément leur parler. Enfin, ça s'entend en fait à droite à gauche, on le voit les gens comme ça, donc je pense qu'il y a c'est différent. On a un bagage Après, avec je pense nous, que on c'est a quand même représente un une truc. autre catégorie, hein. Enfin, je pense qu'il y a un effet youtubeur qui rajoute un peu de, je sais pas, hein, peut-être je peux me tromper, mais c'est vrai que, enfin, je vois bien que j'ai jamais eu les mêmes réactions que lui a, enfin, pour en Les gens avoir ne déjà demandent parlé pas des avec lui. selfies dans la rue.
Non, et vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais j'espère vraiment que ça m'arrivera jamais, quoi. Parce que Demandez, prochaine fois que vous croisez Alexis, s'il vous plaît, demandez-lui un selfie, s'il vous plaît. Non, bah, Ouais, mais après, il y a une ça différence. m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois au Summit, etc. Après, je le fais avec plaisir, mais c'est vrai que c'est pas, je suis pas forcément à l'aise avec ça, mais surtout, pour moi, ça représente rien, quoi. Tu vois, genre une photo, c'est pas. Je préfère passer un moment à discuter avec quelqu'un, et ça, j'espère que je perdrai jamais cette possibilité de boire un café avec n'importe qui. Ouais. Après, il y a une petite différence, je pense. Pardon. Il y a une petite Vas-y, différence vas-y. entre Shubham et nous. C'est que Shubham, via sa chaîne YouTube, tu déclenches une relation parasociale avec lui parce qu'il partage beaucoup de sa vie perso, ses réflexions, etc. Et donc, du coup, tu as ce sentiment d'être pote avec, enfin, d'être entre guillemets pote avec lui, de savoir des choses sur lui. Et c'est vrai que là où je pense que nous, entre guillemets, on a moins d'exposition publique, on est moins là à raconter nos vies. Ou à raconter les choses, bon, ça dépend des moments, etc. Mais tu vois, cette exposition sur Internet via le biais de vidéos YouTube, etc., crée une relation parasociale où, par exemple, tu vas voir Shubham et tu vas lui dire, ouais, j'ai bien aimé quand tu as parlé de ça, alors qu'en fait, on n'a jamais parlé avec lui, mais en fait, il en a parlé en vidéo. Parce qu'on a fait une relation Mais parasociale, quoi. est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, enfin, je digresse un peu de ce que tu dis, mais est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que, littéralement, enfin, ce truc que tu viens de dire précisément se mélange avec le fait que il n'est pas très accessible parce que juste il vient jamais aux événements et tout, tu vois. Donc tu as peu d'occasions en plus de le voir. Alors que nous, C'est on vrai. est quand même là souvent. Je pense qu'en plus, on est accessible. Pour autant, Shubham est quand même vraiment un mec sympa et accessible. S'il est à un événement, n'importe qui peut aller lui parler. Mais peut-être que du fait de ce que tu dis et du fait que quand même il n'est pas là souvent, bon, là, c'est vrai que ça le rend, même si c'est pas sa volonté, ça le rend un peu inaccessible, quoi. Et moi, je retiens plusieurs choses de ce que vous dites, et j'ai bien aimé ce que tu disais, Amandine, sur le fait que finalement, on crée aussi du lien avec les personnes qui sont arrivées en même temps, qui ont découvert en même temps. Enfin, il y a presque cette notion de promo, en fait, au sein du Slack, où on voit des vagues de gens qui arrivent et qui interagissent beaucoup et qui, en fait, gardent ce lien, et qui connaissent pas forcément des personnes plus anciennes, mais qui, entre elles, ont vraiment ce lien et cette reconnaissance. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est assez intéressant. Et après, c'est vrai que je pense que toutes et tous autour de la table, on n'a pas ce délire d'être des superstars, mais à quasiment tous les meet-up auxquels je vais, il y a une personne un peu gênée qui m'approche en me disant c'est Pierre, c'est ça? Oui. Bah, par contre, il y a un truc, je pense, auquel il faut se méfier. Par contre, c'est que autant je pense qu'individuellement, effectivement, on est tous accessibles. Autant, par contre, je sais que ça s'est déjà produit dans des meet-up quand on est, enfin, des gens qui se connaissent depuis un peu plus longtemps dans la communauté No Code France, quand on est ensemble. Là, par contre, c'est l'effet de groupe plus l'effet de se connaître. Là, les gens osent moins, quoi. Ça, parce qu'effectivement, j'ai déjà vécu, parce que j'ai déjà vu des gens qui attendaient pour venir me parler à un moment où j'étais tout seul, des trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut éventuellement faire attention, quoi. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que quand une Toi, t'es personne vient invité, vous hein, je sais voir... pas, c'est pas ton émission. Vas-y, Non, mais vas-y. non, mais c'est vrai, c'est une question parce que ça Pardon. revient sur les choses. Parce qu'Amélie a parlé d'un truc. Est-ce que quand vous êtes... Alors, Alexis connaît ta réponse, pas besoin de répondre. Quand vous êtes à un meet-up, quelqu'un vient vous voir et vous dit bonjour et vous ne savez pas qui est la personne, est-ce que vous ne dites rien et vous parlez? Ou est-ce que vous demandez à la personne, excuse-moi, t'es qui? Pour interrogation, d'une manière plus sympa aussi. Ça Pierre dépend Amandine. Ça dépend si la personne, dans la manière dont elle se comporte, la personne me fait comprendre que je suis censé la connaître ou pas. Bah, si c'est, ou sinon, ok, quelqu'un que t'as déjà vu, mais tu sais pas quoi son prénom, ni qui c'est, etc. Moi, je me suis fait à l'idée, il y a un certain temps, qu'il y avait plus de gens qui me connaissaient que de gens que je connaissais. Ok. Donc, Donc tu dis rien, tu dis pas non, qui mais es-tu et tu... j'ai pas de problème à dire tu peux me rappeler ton prénom ou... Ok. Et ayant une bonne mémoire, ça revient généralement rapidement. Mais genre Ok. au meet-up la semaine dernière, j'ai croisé une fille qui me dit tu te souviens pas de moi? Et bug total. Et elle me dit son nom. Et je dis mais oui, mais je t'ai vu évidemment, en fait, j'avais vu en entretien il y a 2 semaines et je me souviens très bien d'elle. C'est juste que en fait, je faisais pas le lien entre meet-up et l'entretien que j'ai eu. Pour moi, c'était 2 choses différentes. Et ça arrive toujours, quoi. Mais ouais, je me prends pas trop la tête avec. Amandine. Moi, ça va dépendre des moments. Avec la communauté auto, j'ai eu des trucs un peu gênants de gens avec qui je discutais beaucoup sur le Discord de auto, mais qui mettaient des pseudos ou autres, ou qui n'avaient pas leur vraie photo. Et moi, je suis pas prof chez auto, enfin, je m'occupais de la communauté, mais je suis pas sur les lives, les machins, je les vois pas derrière la caméra. Et qui viennent me parler. Je crois que c'est Loïc avec qui il y a eu ça au No Code Summit, mais Loïc, je lui avais dit à la fin, donc j'ai fait mon mea culpa et j'avais été très gênée parce qu'il était venu me parler et puis il me tchatchait comme si on se connaissait depuis 2-3 ans,
il me parlait de private joke dans le truc et j'étais en mode vraiment, je suis supposée vraiment le connaître et j'ai pas osé lui dire. Et du coup, à un moment donné, ça m'est venu et il avait pas du tout capté non plus. Donc ça va dépendre des contextes. Il y a des moments ça dépend de ma fatigue et de plein de trucs. Il y a des moments, je vais dire: «Je suis désolée, j'arrive pas à me souvenir d'où on se connaît» et ça, c'est la technique d'Alex, je crois. Et des fois, j'ose pas le dire parce que j'ai l'impression que ça peut, et par exemple, à No Code Week, j'ai confondu 2 personnes, 2 fois et une fois entre 2 participantes et une autre fois, avec une autre personne de la communauté de Nantes et la personne était un peu vexée. Enfin, me l'a avoué à demi-mot, un peu tard sur la dernière soirée et des fois, j'ose pas. Oui, moi, c'est vrai que maintenant, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais une très bonne mémoire, enfin, et que je pourrais tout retenir. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ce moment gênant. Donc maintenant, très vite, dès le début, je dis désolé, mais est-ce qu'on a déjà échangé sur le Slack ou est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Normalement, si j'ai déjà rencontré, moi, ce qui m'arrive beaucoup, c'est les gens à qui j'ai juste échangé par message interposé. Donc, tu n'as qu'un avatar ou un truc, c'est quasiment impossible de reconnaître. Donc, oui, je le dis assez vite. Ouais. Et j'essaye d'avoir un point et après de faire la reconnexion, mais ouais, c'est trop dur. Parce que par contre, ouais, en fait, ça me gêne encore plus de faire genre, de faire la technique de Stan, de faire comme si je. Non, mais c'est un peu ça. Donc, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Tu vois. Non, moi je ne dis rien. Tu dis rien et en fait, t'attends, je discute histoire de remettre la personne. Mais ça m'arrive moins maintenant, mais souvent je discute et au fur et à mesure ça revient quoi. Moi, je suis un préfère peu dire l'entre-deux. direct. C'est un peu gênant, effectivement, pendant 2 secondes, mais bon, après, comme ça, c'est fait et après, ça permet de me souvenir. Quoi. Après, je suis très mauvais en visage aussi. Je suis pas du tout physionomique. Donc ça se Physionomiste. joue aussi quoi. Physionomie, ouais. Mm. Je suis très mauvais en physio quoi. Et sinon, pour rebondir sur ce que disait Claire, si jamais vous avez peur d'être dans l'autre situation, parce que moi, ça m'arrive souvent sur des événements. Web Today, je gérais tous les speakers de l'événement, etc. Donc, j'ai accueilli 250 personnes sur 3 jours. Sauf que moi, c'est pas 250 personnes que j'ai découvert le matin. C'est 250 personnes où j'ai vu passer leur nom en boucle pendant 6 mois. Tous les 250 noms et visages, je les connais. Et c'était un peu le cas pour la No Code Week. Les participants, on en avait qu'une centaine que moi, j'ai vu passer en boucle pendant plusieurs semaines. Donc, en fait, je connaissais... alors déjà, la moitié, je pense, des participants, c'était des gens de la communauté que nous, on connaissait d'une manière ou d'une autre. Et l'autre moitié, du coup, une cinquantaine de nouveaux visages à retenir. Je les connaissais, donc effectivement, il y a des participants, je pouvais leur sauter dessus, peut-être donner cette impression, mais en tout cas accueillir et tout de suite dire: «Ah, tu t'éclaires», tu vois? Pas avoir le temps de demander, «C'est quoi ton prénom?» Je le connaissais déjà et des fois j'oublie, mais du coup, quand c'est comme ça, généralement, j'essaye de tout de suite, c'est: «Salut, t'es Claire?» Tu me dis: «Oui» et je dis: «Salut, moi, c'est Amandine, du coup, c'est moi qui gère l'événement, je suis organisatrice». En tout cas, je me présente et quand j'ai un doute, je préfère donner, juste, 2 petits, infos pour que la personne en face puisse me remettre, parce que, les speakers du Web Today, pareil, ils étaient à chaque fois un peu surpris. Des fois, il y en a que j'avais jamais eu en direct, donc j'avais tendance à tout de suite dire, ils avaient vu mon mail, ils connaissaient mon prénom, mais ils connaissent pas forcément mon visage, quoi. Ouais, il va falloir que j'enchaîne avec un call là, mais pour finir rapidement, j'ai 2 petites questions en mode rapide. Si je voulais être provoque, je dirais que le no-code, ça n'existe pas. C'est un agrégat un peu artificiel qu'on a fait entre des outils qui n'ont pas grand-chose à voir, des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir, et qu'en fait, c'est la communauté qui a créé du lien autour de tout ça, qui a dit mais tout ça c'est la même chose et nous on se reconnaît là-dedans, on lui donne un nom, c'est le no-code, à tel point que des outils qui ne voulaient pas entendre parler no-code comme Bubble se sont mis à l'utiliser, à s'en revendiquer. Quel point de vue vous avez là-dessus ? Moi, je pense que le mot no-code est intéressant pour les gens. Je pense que pour les éditeurs, maintenant, ils l'ont un peu oublié. Et d'ailleurs, on voit que les gros éditeurs no-code arrêtent d'employer le mot no-code, alors que ceux qui arrivent l'emploient, ce qui est assez étonnant dans les usages. Par contre, je pense que l'intérêt du mot no-code et de cette communauté, elle est là pour les gens et pour fédérer les personnes. Je pense qu'on tend à aller vers des termes de programmation visuelle, etc. Pour parler des outils no-code ou même juste ne pas avoir ces termes-là. Par contre, je pense que c'est bien qu'on emploie le monocode pour parler de la communauté et des gens en fait qui pratiquent ces outils-là. Parce que si on dit
communauté de programmation visuelle. Ça pourrait l'être à terme. C'est moins sympa. On a moins à avoir un débat qui sert à rien de savoir comment on l'écrit, parce que tout le monde écrit programmation visuelle de la même manière. Donc c'est un petit peu décevant. Et ça a moins ce côté un peu catchy, quoi. Voilà. Ouais, en fait, moi, c'est assez simple, parce qu'en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu dis c'est un peu provoque, Pierre, mais en fait, moi, je trouve que c'est complètement vrai. Et moi, je trouve que, en fait, même si je l'ai beaucoup employé seul, le mot no-code, dire le no-code par-ci, le no-code par-là, etc., je fais plus. J'essaie de plus le faire, en tout cas, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens, effectivement. Et donc, moi, je parle beaucoup du mouvement no-code. C'est ça qui me passionne, en fait. Et sinon, les outils no-code. Et ça, après, c'est vrai qu'il y a des outils qui se réclament ou pas du no-code, mais bon, moi, à partir du moment où tu peux faire des choses sans coder, bah voilà. Et pour finir, moi, ma vision, de toute façon, c'est que à terme, je pense que le mot, il peut rester. Moi, je l'aime bien, mais j'en parlais encore, ce matin sur Twitter. Pour moi, on arrive sur un truc où, de toute façon, quand on va vouloir faire des applications, des automatisations, on va mélanger des outils no-code, du code généré par IA, et puis peut-être du code que l'on aura un petit peu à écrire, à bidouiller. En tout cas, je parle pour les gens qui ne sont pas techniques. Et je ne sais pas ce que sera le nom de ça, mais je trouve que no-code, ça marche bien si je prends no-code, comme Lilian me l'a dit, comme not only code, comme si le NO, en fait, était un acronyme. Et ça, je trouve que ça marche très très bien, comme le NoSQL. Et donc voilà. Et donc, on verra, c'est que des mots, mais par contre, le no-code tout seul, quand les gens disent j'ai fait ce truc en no-code, maintenant je trouve ça chelou, quoi. J'ai fait ce truc avec des outils no-code, je fais partie du mouvement no-code, mais le mot tout seul me fait un peu bizarre. Ou pire, je cherche un job en no-code. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Amandine? Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'avis sur cette question. J'ai du mal à concevoir que dans tous les cas, sur des technos ou sur des sujets en général, sur un peu tout, il y a toujours des communautés. Chez les devs, toutes les technos, tous les langages ont leur communauté derrière, parce que les gens ont besoin d'entraide, de discuter entre eux, de bosser avec d'autres personnes qui sont sur les mêmes technos. Donc, je pense que dans tous les cas, ça aurait pas été possible d'avoir du no-code. En tout cas, des solutions de no-code sans qu'une communauté s'y greffe à un moment donné d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Donc, je pense que en fait, il y a pas non plus de débat. L'un va avec l'autre, là, on va pas sans. Oui, c'est sûr. Vers ça. Loïc demande est-ce que de nombreux no-codeurs et no-codeuses sont d'anciens codeurs et codeuses? La réponse est oui. On n'a pas de chiffre précis, mais il y a une part non négligeable, effectivement, en particulier parmi les no-codeurs et no-codeuses professionnels qui vraiment en font leur métier. Il y a une part non négligeable de gens qui ont un passé de dev. C'est le cas d'Alex autour de cette table, notamment. Est-ce que c'est une question philosophique, mais qui est intéressante, à laquelle j'avais jamais pensé? Est-ce que je sais pas, moi par exemple, je sais pas si je me considère plus comme un dev, tu vois. Enfin, c'est intéressant parce que je me considère pas comme un ancien dev. Bon, ça dit, je dev plus comme métier, donc je pourrais peut-être dire. Mais je sais pas s'il y a une bascule. Est-ce qu'il y a un moment de bascule où en fait on devient no-codeur? Et on était codeur, on devient no-codeur ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de background, parce que je comprends la question, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant, on n'abandonne pas forcément l'un et l'autre. Et moi, là, en ce moment, plus que jamais, grâce aux outils d'IA, etc., je fais plus de code que jamais, en fait, en quelque sorte. Que j'écris pas moi-même. Merci Claude, bien évidemment, dans le chat, hashtag Claude. J'ai activé les artefacts d'ailleurs. Mais je me suis fait limiter hier, ils m'ont restrict pendant 5 heures. C'était un peu triste. Et une dernière question, enfin. Qu'est-ce que vous souhaitez à la communauté no-code? Bon, je vais me lancer. C'est une bonne question. Je sais pas. Moi, je trouve que jusqu'ici, on n'a jamais. C'est hyper énervant. Une fois, j'ai fait un podcast où l'invité arrêtait pas de dire à chaque question que je lui posais, il disait ouais, c'est une super question. J'étais obligé de couper parce que tellement je trouvais ça gênant. J'ai fait un peu de montage, pardon. Donc, je refais pareil. Mais non, mais parce qu'en l'occurrence, en fait, ça fait 5 ans que je me dis que je souhaite rien et que on voit comment ça se passe. Et pour l'instant, ça se passe bien. Néanmoins, je crois que moi, ce que j'aime bien, je l'ai déjà dit, mais c'est ces événements physiques. Et j'espère qu'il y aura d'autres gens qui feront peut-être un jour des no-code house
bon, des no-code week pour l'instant, faites-le avec nous, mais peut-être un jour, il y aura d'autres gens qui pourront aussi faire des no-code week. Mais faire des meet-up, faire des choses. Déjà, le truc le plus simple, c'est des meet-up, hein, comme on dit tout le temps avec Stan, un meet-up, hein, il suffit d'une personne et d'un bar et vous pouvez commencer un meet-up dans votre ville. Et puis voilà, mais les événements physiques, moi je trouve que c'est ça, je pense que c'est ressorti plusieurs fois dans nos discussions aujourd'hui. C'est là où il y a le ciment maintenant de cette communauté, quoi. Ah, c'est une très bonne réponse, Alexis. Merci. Merci pour cette réponse. Non, moi je pense que je lui. Enfin, ouais, je pense que je souhaite de continuer. Je pense qu'elle est sur une bonne voie. Je souhaite évidemment ne pas tomber dans les obscurantismes qu'on peut rencontrer dans des temps un peu complexes et de continuer à être ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire avant tout des gens et des gens qui sont passionnés. Et passionnés non pas par des questions de gagner des choses, mais juste de faire vivre ça. Et je pense que si un jour la communauté prend le chemin d'avoir un but et d'avoir des attentes, quelles qu'elles soient financières, etc., je pense que ça pourra mener à sa fin aussi, parce que je pense que ce qui est beau aujourd'hui dans le mouvement no-code, dans la communauté, dans le Slack, etc., c'est le fait, comme on est une asso, d'être bénévole et de venir donner du temps pour quelque chose auquel on croit. Je pense que si du coup tu tends une carotte justement à cette chose-là, du coup tu n'investis plus ton temps pour le faire parce que tu crois aux choses, mais parce que tu récupères quelque chose en échange. Ça, je pense que malheureusement parfois c'est ce qui ruine des projets. Le fait de ne plus faire par croyance, mais le faire juste par appât du gain. Mais non, c'est vrai que ça fait 5 ans quand même, ça fait un petit bout de temps. C'est vrai que jusque-là, j'ai jamais été ni déçu ni triste. Voilà, il y a des moments d'implication plus grandes que d'autres. Moi, j'ai lâché le streaming parce que j'avais plus forcément l'envie d'animer ça et ça a été repris. Et je pense qu'il faut. Moi, j'ai rien contre le côté éphémère des choses. Tu vois, si par exemple, si la communauté s'était arrêtée il y a 2 ans, ça m'aurait pas rendu triste. J'aurais été, c'est comme ça, tu vois. Moi, j'étais la première année au CA. Je pense pas me représenter au CA. Je suis investi encore un peu dans l'asso, mais tu vois, si un jour je dois arrêter de m'investir dans l'asso, ça me dérangerait pas. Je pense vraiment que c'est un truc qui peut être éphémère et que les choses éphémères sont parfois aussi très belles. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des garde-fous qui ont été mis pour qu'elle continue là-dedans. Donc je pense qu'elle peut que s'améliorer. Et pour citer quelqu'un que j'aime pas forcément, mais qui a été une inspiration, on ne peut que faire mieux. Et il faut faire mieux parfois. Mais tout va bien. Et tout avance pour l'instant très bien. Voilà. Et lisez L'éloge du bug aussi, livre banger absolu autour de l'internet. Mais je l'aimerais bien, pardon, et non, je finirai par. Je l'aimerais beaucoup, parce que ça c'est une petite lubie aussi, qu'on aille un peu, qu'il y ait des choses qui se fassent aussi sur du côté open source, sur le côté bootstrap, etc. Et qu'elle embrasse aussi parfois un peu la dé GAFAM et la dé outils backés par des VC. Parce que je pense qu'il y a aussi des enjeux importants aussi là-dessus pour le futur, quoi. Et que Google est très bien, etc. Mais que si on arrive parfois à s'en sortir un petit peu, c'est chouette aussi. Voilà. C'est tout pour moi. Bien. Amandine. Je vais essayer de faire plus court. Moi, j'adore voir des histoires cool de rencontres via le Slack de No Code France. J'adore voir quand il y a des projets qui sortent, même quand il y a des binômes qui se créent pour faire les Twitch. No Code for Wool, par exemple, je crois que la plupart de l'équipe se sont rencontrés via No Code France. Moi, vous deux, Alex et Stan, je vous ai rencontrés via No Code France aussi. Et c'est pas notre premier coup d'essai, la No Code Week, comme événement et projet qu'on a fait ensemble. Et là, sur la No Code Week, il y a plein de gens qui se sont rencontrés. Il y a des gens qui sont venus ensemble et il y a Xavier aussi qui l'a dit plutôt dans le chat, qui bosse principalement avec des gens qu'il a rencontrés sur le Slack de No Code France. Moi, j'étais super fière quand on était chez Auto, de montrer qu'on faisait des collabs avec Contournement, avec Init, etc. De voir en tout cas des gens de la communauté qui ont ces valeurs-là et qui montent des projets pour lesquels je souhaite tout le succès, mais des fois c'est ok aussi que ça marche pas et de l'avoir au moins tenté. Mais en tout cas, qui partagent ces valeurs et qui font des trucs cool ensemble, quoi. Voilà. Merci à tous les trois pour ces beaux mots. Moi, je suis toujours impressionné de voir comment quelque chose que vous avez lancé il y a de nombreuses années maintenant continue à fonctionner et naturellement, en fait, attire des personnes qui partagent ces valeurs très fortes que vous avez insufflées dedans. C'est-à-dire que voilà, il y avait une vision, il y avait des valeurs et même aujourd'hui, même quand vous n'êtes pas là, ce que vous avez créé est quand même présent dans les discussions. C'est pas, j'ai jamais vu de tentative de coup d'État au sein de No Code France ou des gens qui remettent tout en question et qui veulent faire les choses à leur manière. Il y a vraiment cette culture qui est présente et que chacune et chacun s'efforce de faire respecter.
Et je trouve ça beau. C'est vrai. Mais essayez pas de faire des coups d'état parce que les statuts de l'assaut vous empêchent de faire des coups d'état. Donc, on y a pensé à l'agression. Non, mais par contre, c'est vrai que je reprendrai ce qu'a dit Poulpi. C'est vrai qu'il y a aussi parfois cette crainte que des personnes viennent entacher l'image no-code. Je pense que malheureusement, c'est déjà le cas un petit peu en ce moment. Et je pense que la No-Code France, dans sa portée, dans ses membres, dans ces personnes qui aujourd'hui viennent au Meetup, s'investissent, etc., sont les garde-fous aussi de cette folie et de ces personnes qui vont te vendre du rêve en te disant que le no-code est génial et que tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, ce qui est factuellement pas forcément vrai et pas forcément le but. Je pense que c'est ça la beauté de No-Code France aussi, c'est la possibilité de pouvoir, dans tous les cas, même si demain il y a une entreprise qui s'allie le no-code auprès des personnes, ces personnes peuvent venir trouver refuge dans une communauté de personnes qui ont des valeurs et qui ne vont pas tenter de vendre du rêve à des gens qui sont précarisés, à qui n'ont pas beaucoup d'argent et on va prendre tout leur... Enfin voilà, toutes ces magouilles un petit peu proches du poker, proches des jeux en ligne, etc. Bref, un capitalisme inhérent, mais on va dire qu'on est un peu les protecteurs. Les protectrices, garde-fous, on va dire. Merci beaucoup pour tout ça. Merci encore à tous les trois pour ce long moment d'échange. C'est toujours un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous en live, en ligne, en vrai. Et j'espère que toutes et tous avez partagé ce plaisir. Je vais devoir finir de manière un peu abrupte, mais là je suis déjà en retard pour la suite, mais un grand merci aux personnes dans le chat. On a eu du mal à vous suivre tellement vous étiez à fond, et des fois on avait l'impression que vous n'aviez pas besoin de vous aviez vos petites histoires de nous, vous aviez vos petites histoires à côté, et c'est très bien comme ça. Pas de prochain numéro, cette émission reprend en mode un peu une émission de temps en temps, il n'y a que comme ça que j'arriverai à la faire vivre. J'arrive plus à tenir le rythme mensuel, donc voilà, je m'adapte, mais c'est à peu près sûr que c'est pas la dernière, parce que je pense qu'il y a encore de belles histoires et de belles discussions à mener autour de ce mouvement no-code. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. Salut. Merci beaucoup à toi.